Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue et ravi de vous compter parmi nous pour ce nouveau webinaire de la Bricksham intitulé Défaillance des entreprises face à la crise, bilan, perspectives et levier d'action. Souvenez-vous, c'était le paradoxe de l'année 2020. L'an dernier, les défaillances d'entreprises avaient pour la première fois de leur histoire reculé, un recul de 21%, mais malheureusement une simple apparence de façade, car les chiffres des défaillances n'avaient pu être dans leur totalité recueillis faute de l'impact de la crise sanitaire sur les tribunaux de commerce. Pour cette année 2020, les tribunaux ayant repris leur activité, les chiffres seront intéressants à regarder. Au premier semestre, plus de 5000 entreprises ont tiré le rideau. C'est le double comparé au premier semestre 2020. Mais encore une fois, comparaison n'est pas raison avec l'année exceptionnelle de 2020. En revanche, il faut savoir que l'on dénombre ces dernières années 6000 à 9000 défaillances d'entreprises au Maroc. Alors, quelle issue? Quelle sortie de crise pour ces entreprises? Entre augmentation des délais de paiement, impact négatif du Covid ou encore l'absence d'une loi sur le climat des affaires, il y a encore beaucoup à faire. C'est ce que nous allons voir ce soir lors de ce nouveau webinaire avec des acteurs et des observateurs de premier plan. Donc, je remercie M. Yassine Benkerroum, expert comptable, commissaire aux comptes et responsable de la commission fiscale à la CGM-RSK, d'être parmi nous. Nous verrons avec vous quel premier bilan nous pouvons tirer de l'année 2021 sur les défaillances d'entreprises et quels sont les secteurs les plus touchés. Et surtout, comment minimiser les risques des délais de paiement. Mes remerciements aussi également à M. Yousef Gerraoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. Vous nous parlerez notamment des conséquences de l'arrêt des aides étatiques. Quel impact a-t-il eu? Plusieurs secteurs, bien sûr, ont été impactés, mais avec vous, ce ne sera pas seulement des mauvaises nouvelles, puisque vous nous direz aussi comment aider l'entrepreneuriat à tirer des avantages de cette crise. Enfin, mes remerciements à M. Nabil Adel, directeur du groupe de la recherche en géopolitique et géoéconomie et consultant pour le gouvernement. Nous nous présenterons avec lui dans le futur puisqu'il va nous parler surtout des perspectives économiques pour l'année 2022. Ce webinaire est bien sûr le vôtre, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Et avant de donner la parole à notre modérateur et ami Landry Benoît, je tiens à remercier nos partenaires OCP Group, Spirit Aerosystem, Bank of Africa, Maroclear, Cosumar et CIS Bank. Merci à tous et bon webinaire. À toi Landry. Merci Karim Medano, merci et bonsoir à tous. Bonsoir, merci de nous rejoindre encore une fois pour ce nouveau webinaire de la Chambre britannique. On va s'intéresser donc à une thématique d'importance, les défaillances d'entreprise. Face à la crise, quel bilan, quelle perspective, quel bilan d'action? Il faut savoir qu'on attend à peu près 11 000 défaillances d'entreprises cette année en 2021. C'est une prévision info-risque qui restera bien sûr à confirmer dans les prochaines semaines. Ce serait tout simplement un record historique en termes de défaillances d'entreprises. C'était prévisible forcément avec la crise Covid qui a impacté beaucoup de TPE et beaucoup de PME. En cause, bien sûr, les délais de paiement qui se sont allongés dans ce contexte de crise, mais pas uniquement. S'il y a eu des soutiens de l'État, beaucoup de soutiens se sont arrêtés. Et puis, il y a une crise systémique également, qui existe depuis de nombreuses années ici au Maroc. Elle concerne le fait qu'on investit peu au niveau du démarrage d'une entreprise. On rappelle que à peine une entreprise sur deux aujourd'hui démarre avec à peine 10 000 dirhams de capital social et que les mécanismes aujourd'hui de sortie, les mécanismes de crise, les mécanismes judiciaires de crise aujourd'hui sont très peu connus encore des entreprises marocaines puisque on est pratiquement à 99%, voire plus de 99% d'entreprises qui ferment boutique en passant par la liquidation judiciaire alors qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes. On va parler de tout ça, mais pas seulement ce soir avec donc, nos trois experts qui nous font le plaisir de nous accompagner. Bonsoir Yassine Benkerroum. Bonsoir Landry Benoît. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes le premier à passer à la barre dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes donc expert comptable et commissaire aux comptes, que vous êtes le responsable de la commission fiscale à la CGM de Rabat Saleh Kenitra. On va voir avec vous quel bilan justement tiré clairement de cette année 2021, quels ont été les secteurs les plus touchés et puis comment minimiser les risques des délais de paiement sur les entreprises. Je viens de donner quelques pistes, j'espère ne pas trop avoir dit parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire. Yousef Gerraoui Filali également nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir cher Landry. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes le président donc, du Centre marocain de la gouvernance et du management. Nous verrons avec vous quelles ont été les défaillances majeures des entreprises face à la crise. Et on parlera de la fin des aides étatiques pour un grand nombre d'entreprises, quelles conséquences cela a eu et puis comment on peut aider l'entrepreneuriat
les TPE à tirer à des avantages de cette crise du Covid-19. Et puis, dans quelques instants, juste après vous, Youssef Garou Filali, Nabil Adel, qui est économiste, consultant pour le gouvernement, qui est également directeur du groupe de recherche en géoéconomie et géostratégie, nous rejoindra pour parler des perspectives de 2022, quels peuvent être les leviers, les mécanismes d'aide de la part du gouvernement qui pourrait donc tenter d'accompagner les PME dès l'année prochaine. Mais sans plus tarder, on va donc commencer ce webinaire avec Yacine Benkeroum. Yacine Benkeroum, je le disais, 11 000 défaillances d'entreprises, c'est donc la prévision d'InfoRisque. C'est donc, on doit attendre sans doute de cette année 2021, ce serait un record. Si je puis me permettre déjà, peut-être un peu avant de parler de ce chiffre, je pense qu'il est important d'apporter quelques précisions sur la défaillance en tant que telle. Parce que le chiffre que je vais retenir, défaillance, 11 000 défaillances, ou bien 10 000, 11 000, etc., est-ce que c'est le vrai chiffre que je vais avoir in fine? Est-ce que c'est le vrai chiffre? Dans quel sens? Dans le sens où il faut bien voir une chose, on a un système aussi, dans le contexte marocain, d'entreprises qui partent en veille, qui n'arrivent pas à la procédure, entre guillemets, de liquidation. Est-ce qu'il faut les comptabiliser ou pas? Quelqu'un qui part en veille, alors j'ai quelqu'un qui va partir en veille de façon informelle, j'ai quelqu'un qui va partir en veille dans le cadre d'un régime fiscal qui a été défini depuis 3-4 ans au niveau du Code général des impôts, donc c'est ce qu'on appelle la cessation temporaire d'activité. J'ai donc quelqu'un qui ne va pas le faire. Il y a beaucoup d'entreprises. Alors on estime, il me semble aujourd'hui, il y a pratiquement 90 000 entreprises qui sont en veille aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire qu'ils font des dépôts, des déclarations à néant, etc., mais qui ne fonctionnent pas. Donc dans les 500 000 contribuables à l'impôt sur les sociétés, j'en ai peut-être 100 000 qui sont, j'allais dire, qui ne sont pas actifs, qui est 90 000. Et ensuite, la cessation temporaire d'activité telle qu'elle est réglementée par l'administration fiscale, j'en ai aujourd'hui pratiquement 20 000, 18 000, on parle de 18 000, 20 000 entreprises qui sont en cessation temporaire. Et, alors, j'allais dire, les entreprises qui arrivent au bout de chaîne, c'est celles qui vont être radiées effectivement du tribunal, et là on parle des 11 000. Et pourquoi, in fine, je vais me permettre aussi de voir pourquoi il y a des entrepreneurs qui, normalement, sont en cessation de paiement. Quand je dis cessation de paiement, ça veut dire que normalement, je devrais aller dans une logique de liquidation, mais je ne le fais pas parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, et encore que je vais relativiser beaucoup de choses, que la création d'entreprises était normalement plus simple que la radiation. La radiation est assez compliquée, elle est rebutante, et dans certains cas, comme vous le savez, la radiation entraîne des contrôles fiscaux, etc. Et des entrepreneurs considèrent que je vais laisser une société en veille pendant 4 ans, le temps qu'on m'oublie, entre guillemets, pour venir faire la radiation par la suite. Donc, je peux avoir quelqu'un qui, aujourd'hui, en 2021, est normalement en cessation de paiement, il ne va pas se déclarer en cessation de paiement, il attendra les 4 ans, soi-disant, pour éviter d'être contrôlé fiscalement. Bien sûr, il y a des choses à remettre en cause. Mais c'est un peu ça l'idée. L'idée étant de dire qu'aujourd'hui, la démarche de radiation est assez complexe, fait que de nombreuses entreprises sont rebutées, n'y vont pas. Et donc finalement, on va retrouver dans les 11 000 les entreprises qui sont en bout de chaîne. Il faut bien voir aussi une chose, que la procédure de radiation est parfois assez longue et fastidieuse. Je dois aller circuler entre administrations, j'ai des allers-retours, j'ai de la publication, donc ce n'est pas quelque chose de très simple. Et je vais me permettre de faire aussi une petite digression. C'est qu'en réalité, l'appréciation de ce volume de radiation doit se faire avec un corollaire qui est la création d'entreprises, pour avoir un peu quel est mon solde net. Alors, sur les 9 premiers mois de l'année 2021, on se rend compte qu'on est pratiquement sur un chiffre historique de plus de 80 000 entreprises donc, créées. Sur les 80 000, quand on va les creuser, c'est essentiellement de la SARL associée unique. Donc, on est sur de la TPE. Mais, alors, c'est assez surprenant d'avoir ce chiffre, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une situation assez particulière. Je vais me permettre d'en parler parce que c'est important. C'est que au 1er janvier 2020, normalement, la création d'entreprises aurait dû commencer à se faire en ligne sur Internet. Les textes de loi ont été modifiés. Alors, on est dans une situation assez particulière. Les textes de loi ont été modifiés. J'ai modifié mes textes de loi pour passer à la création. J'ai enlevé la création d'entreprises au CRI. Donc, CRI n'avait plus les moyens de faire de la création parce que cette compétence n'était plus de leur attribution. Et par la suite, le site n'était pas prêt au 1er janvier 2020. Et on s'est retrouvé aujourd'hui à faire de la création comme il y a 20 ans.
Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une entreprise en contexte Covid doit aller faire le tour des administrations, etc. C'était, entre guillemets, l'époque avancée. Donc c'est un vrai sujet, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, quelque part, les 80 000, c'est bien d'avoir les 80 000 dans un système où il n'y a pas de série. En tout cas, sur certaines villes ont continué à faire une sorte de, j'allais dire, de bureau de dépôt des dossiers. Mais pour d'autres, c'est vrai que c'est vraiment la croix et la bannière pour faire une création. Et donc, quelque part, je me retrouve sur un solde net qui, aujourd'hui, 80 000 à fin septembre, on va se dire, si on prend les chiffres tant qu'ils se présenteraient a priori, on se dirait, c'est pas si mal que ça. On se dirait, on est quand même à 90 000 créations, c'est beaucoup mieux que les 50 000 de l'année dernière, c'est beaucoup mieux que les 50 000 de 2019, etc. Maintenant, je pense, à mon avis, il faudrait rentrer dans le détail, c'est-à-dire avoir une vision globale de la défaillance, ce n'est pas seulement les radiations des tribunaux, mais c'est aller voir des sociétés qui se mettent en veille, qui sont en réalité en cessation de paiement. Il y a d'autres indicateurs, à mon avis, qu'il faudrait tenir compte, c'est les nombres de salariés déclarés à la CNSS. C'est un indicateur intéressant de dire, voilà l'évolution, parce qu'on a vu, par exemple, en 2020, la baisse sur certains secteurs. Donc, je pense qu'il faut faire un travail sur le nombre de salariés déclarés, les déclarations à la TVA. Donc, tout ça va permettre, à mon avis, de mieux appréhender la défaillance d'entreprise sur 2021. Le seul chiffre tribunal de commerce, me semble-t-il, n'est pas suffisant en tant que tel. Si on veut rentrer, alors je me permets peut-être juste une petite parenthèse, si je veux ensuite aller voir un peu finalement ces défaillances sur 2021, quel secteur, sur quel secteur nous les constatons sur le terrain. Je vais me permettre peut-être de mapper ces entreprises, on peut faire un petit mapping en se disant, on va trouver 4 catégories d'entreprises. On est sur des entreprises dans une première catégorie qui était déjà fragile avant Covid, et le Covid a joué ce rôle de révélateur, accélérateur de crise. Je pense qu'on a vu certaines entreprises, je pense notamment à certaines entreprises, exemple transport aérien, dans le tourisme, etc. BTP également, certaines entreprises du BTP. Vous avez vu dans la presse l'actualité récente de certains redressements judiciaires. Et parfois, c'est vrai, quand on voit les bilans de ces entreprises au 31 décembre 2019, on se dit que quelque part, il y a des fragilités. Si tant est que ces bilans aient été bien tenus, parce que ce n'est pas toujours le cas, et qu'ils puissent effectivement me permettre de piloter mon activité. Et c'est peut-être ça aussi le révélateur. Je vais parler maintenant avec ma casquette d'expert comptable, c'est que la sensibilisation que nous avons toujours faite vis-à-vis de nos clients, c'est de dire attention, une comptabilité, ce n'est pas fait pour payer des impôts, c'est fait pour vous permettre de piloter votre activité, d'avoir un actif, un passif, un CPC, ce n'est pas seulement pour une obligation fiscale. C'est aussi pour piloter un business, pour savoir où sont mes créances, comment les recouvrer, comment avoir, en guillemets, optimisé ma structure bilancielle. C'est vraiment des vrais sujets. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. On voit des entreprises qui étaient déjà fragiles et qui ont cédé, entre guillemets, parce qu'on se retrouve, c'est-à-dire le Covid révélateur. Maintenant, il y a le deuxième compartiment où on peut considérer tout ce qui est, par exemple, tourisme, qui a été, je vais dire, frontalement touché, secteur en première ligne, où là, j'ai, à un moment donné, je peux avoir été bien géré, etc., mais j'ai une crise à la fois j'allais dire, de l'offre et de la demande, mon secteur est éteint, bon, c'est assez compliqué à tenir, sauf ça fait avoir des capitaux propres, vraiment, j'allais dire, substantiels, qui me permettent de me ressaisir. Maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup d'incertitudes sur la ouverture, la fermeture. On est en train de le vivre aujourd'hui même, etc. Maintenant, il y a eu les crédits Oxygène, les crédits d'Aman, CCG, etc. Je pense que le chiffre, moi, j'ai échangé avec un ami à la CCG, ils sont aujourd'hui à l'encours de 18 milliards de dirhams, ce qui est significatif sur les crédits Oxygène. Donc, c'est des montants qui sont significatifs. Donc, ça, je pense aujourd'hui, j'ai vu dans la presse aujourd'hui qu'on est en train de préparer un nouveau comité de veille économique pour ces entreprises, pour le tourisme, redonner 2000 dirhams depuis le mois de septembre à décembre pour essayer de redresser. Maintenant, je vais me permettre de partager très rapidement un retour d'expérience, c'est que les 2000 dirhams, c'est vrai qu'on va être obligé de se baser sur des gens qui étaient déclarés à la CNSS en mars 2020. Donc, c'est particulier, il y aura certainement des injustices, etc. Mais dans tous les cas, ça aura le mérite d'exister. Maintenant, il faudra financer ces montants-là pour... Bon. C'est des vrais sujets qui se posent par la suite sur le plan opérationnel, sur le plan macro de toutes ces opérations. Et ensuite, alors, on va peut-être avoir un troisième compartiment, c'est les entreprises qui se sont maintenues, qui n'ont pas eu d'impact, bon, qui ont pu tourner dans les services, certains services, etc. Et puis d'autres qui ont pu émerger. C'est notamment les laboratoires d'analyse, les métiers qui sont liés au médical, qui ont profité du Covid,
la distribution l'année dernière, notamment alimentaire, etc. Et il aurait été, je me permets une petite digression, c'est qu'il aurait été sans doute pertinent d'orienter la loi de finances 2022 sur ce mapping et de se dire où sont les secteurs qui ont gagné de l'argent et est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'orienter, entre guillemets, la manne fiscale vers ces entreprises, etc. Maintenant, je me sens que c'est un vrai débat, de vrais sujets. Pour revenir, entre guillemets, aussi au point que tu avais évoqué tout à l'heure, Benoît, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des vrais sujets qui se posent, qui se sont révélés. C'est notamment cette histoire de délai de paiement. De dire, mes délais de paiement, comment aujourd'hui des délais de paiement peuvent enchaîner, faire, entre guillemets, créer une crise systémique et générer, entre guillemets, de la défaillance en cascade. Dans un contexte où, encore une fois, j'ai du mal à me retrouver face à mes obligations. Et en plus, quand je vais vis-à-vis d'une administration pour payer mes impôts, je n'ai pas de clause exonératoire de responsabilité ou bien de délai. Je suis obligé de payer, sinon j'ai des majorations, pénalités, etc. C'est nécessaire pareil. Donc, il me semble qu'il y a, par contre, il y a une mesure qui permet, sur la loi de finances 2022, aux TPME de faire des déclarations antérieures. Donc, il y a une mesure qui est prévue en 2022. On le verra dans les jours qui viennent, lors de la publication du bulletin officiel sur la loi de finances 2022. Mais je pense qu'il y a cette histoire de délai de paiement qui est fondamentale, mais qui ne date pas, encore une fois, du Covid. On avait un sujet bien avant. Donc, il y avait la loi 3210 délai de paiement. Maintenant, encore une fois, on est sur des logiques d'accélération, de fragilité qui se sont révélées en plein jour. Maintenant, je pense rapidement, voilà certains grands axes qu'on peut voir. Et encore une fois, je reviendrai sur ce que nous voyons sur le terrain, c'est cette nécessité d'avoir aussi une gestion, j'allais dire, au jour le jour. Les TPME, c'est vrai que c'est une question de moyens, mais les TPME, PME, parfois sont dans une logique d'arrêter leur compte fin décembre, en fin d'année, alors que normalement, dans une logique de bonne gestion, je peux venir faire, entre guillemets, des systèmes d'arrêté fin de mois pour pouvoir au moins avoir des indicateurs clés pour piloter mon activité. Lorsqu'on avait lancé avant Covid, c'était 1 mois, 2 mois avant Covid, le programme Intelaka, moi j'avais proposé à ce moment-là de dire Intelaka c'est bien, mais ça aurait été plus intéressant d'aller, en guillemets, on est en 2021, d'aller un peu dans le cloud. Et dans le cloud, d'essayer de développer pour les entrepreneurs marocains des systèmes, par exemple, de gestion commerciale dans le cloud que je donnerai aux entrepreneurs et aux entrepreneurs TPME de façon, j'allais dire, à des tarifs symboliques. Aujourd'hui, je peux en même temps, j'allais dire, faire d'une pierre plusieurs coups, créer un cloud souverain, permettre à ces entrepreneurs d'être hébergés dans un cloud souverain, aller sur des technoparcs, j'allais dire, créer de la dynamique de développement et de permettre à tout le monde, aujourd'hui on a le smartphone, on sait qu'on est suréquipé en smartphone, permettre à l'entrepreneur sur son smartphone de suivre au jour le jour sa situation bancaire, de suivre, entre guillemets, son chiffre d'affaires, d'avoir des alertes de défaillance, de dire attention, ce client a un dépassement, c'est un push sur mon smartphone qui me dit attention à relancer, arrêtez de travailler avec lui, etc. Donc c'est des vrais sujets qui sont simples, me semble-t-il, et qui auraient pu qui permettraient aussi de limiter ces défaillances et de se préparer aussi au monde de demain, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui sur le futur de l'entreprise post-Covid. Ce n'est pas seulement spécifique au Maroc. Je pense qu'il faut aussi se benchmarker avec ce qui se fait à l'international. On n'est pas dans une logique, j'allais dire, uniquement locale, dans un contexte mondialisé. Voir un peu ce que font nos amis chinois, ce que fait aujourd'hui, ce que font des start-upers, etc. Et de voir un peu là où on peut créer de l'emploi dans une logique, j'allais dire, Internet 5.0, je pense qu'on est au 5.0 aujourd'hui, et d'essayer de mixer aujourd'hui la finance avec l'entrepreneur, etc. Je vous donne quelques exemples. On avait vu notamment, par exemple, dans tout ce qui est logiciel de gestion destiné aux TPME notamment, on avait vu il y a quelques années avec des grands éditeurs. Et depuis à l'international, vous avez ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous avez un abonnement, je dis n'importe quoi, à 3 $ par mois, et vous avez du SaaS, vous accédez, vous facturez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes en mode nomade, et des choses qu'on pourrait facilement s'approprier, me semble-t-il, pour éviter, entre guillemets, que ces défaillances-là soient, entre guillemets, j'allais dire, significatives. Donc finalement, le manque d'information. Pardon ? Donc finalement, le manque d'information, de transmission d'infos en interne au sein d'entreprises peut coûter parfois cher. D'anticipation également.
Je pense qu'il y a cette notion de traiter de l'information. Et encore une fois, c'est pour permettre à l'entrepreneur d'aller se focuser sur son business model. Parce qu'encore une fois, quand je suis aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples dans le contexte marocain. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui, quelque part, ont été agiles dans le contexte Covid. Et j'ai vu, par exemple, l'année dernière, un entrepreneur qui était dans une activité qui a été, j'allais dire, qui était dans le lockdown, qui s'est éteinte, et qui s'est converti à faire des masques, à faire du gel, etc. Et qui, in fine, s'en est bien sorti, parce que c'est une question d'agilité aussi. La logique de l'entrepreneur, c'est aussi une logique d'opportunité, d'agilité, d'être proactif. Maintenant, si j'ai mon secteur qui est en lockdown et que je suis dans une optique de dire, ben, ça y est, le secteur est terminé, je ne peux plus rien faire, c'est compliqué. Je veux dire, l'entrepreneuriat à la base est une logique de se trouver des solutions soi-même. C'est de chercher sur Internet, notamment aujourd'hui, ce qui se fait ailleurs, de trouver de nouveaux business models, de faire de la fameuse disruption, encore une fois, disrupter un secteur, un modèle, etc., et puis de bouger à l'international. Moi, je partage avec vous un point sur ces défaillances, mais j'ai un client aux États-Unis. Et j'ai changé avec lui l'année dernière, donc ils ont une filiale au Maroc, j'ai changé avec eux l'année dernière en 2020, et je leur disais, oui, Covid, comment ça marche? Mais ils disaient, on est très positif, parce que ça nous a ouvert des marchés sur l'Inde, sur l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est des marchés auxquels on ne s'intéressait pas, et on considère qu'aujourd'hui, il y a de belles opportunités sur cette zone, et que finalement, on target de finir à plus 15%. Moi, j'ai bien aimé ce mind au moment où tout le monde était dans une logique défaitiste de dire, mais attention, il y a des opportunités pour cette période, pour quelqu'un qui arrive à se démarquer. Ben, c'est un peu le American way of thinking, par exemple, et c'est d'aller chercher les opportunités là où elles sont, et dans une vision mondialisée. Aujourd'hui, on peut le voir sur les sites Internet, je peux vendre des choses à distance, il y a le dropshipping, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tellement de choses qui se font, ce n'est pas forcément du Bitcoin. Donc, qui connaît des baisses parfois impromptues. Est-ce que selon vous, la panoplie de propositions d'aide qui a été proposée par l'État, les réponses qui ont été apportées par l'État durant cette crise, pour l'instant, a été tout simplement la bonne méthodologie selon vous? Est-ce que cela suffisait ou est-ce qu'il faut davantage peut-être innover, soutenir les entreprises qui innovent, qui font de la recherche et développement, pousser à cette réflexion-là? Moi, je pense qu'il y a des vrais sujets. Si on veut considérer, c'est-à-dire critiquer ce qui a été fait, ça va être compliqué parce que quand on est dans un discours webinaire, on peut se permettre de donner de belles idées, etc. Mais la réalité est assez complexe. Donc, il faut, à mon avis, faire la part des choses. Quand je suis en tant que décideur, j'ai des contraintes budgétaires, j'ai des urgences sociales, j'ai des choses à gérer. Quand je suis dans un webinaire, je vais dire, non, il fallait faire ceci, cela. Moi, je pense qu'il y a aussi du pragmatisme qui a été fait. Maintenant, est-ce que c'est la formule idéale? Je pense que quelque part, on n'avait pas trop le choix parce qu'il fallait gérer une urgence. Je ne suis pas dans une logique de construire sur du long terme. Donc, je pense au moins l'indemnité Covid a permis de compenser des choses. Il y a des choses qui ont été faites. Et des secteurs qui ont été sauvés grâce aux aides étatiques. Ça, c'est oui, clair. tout à fait. Maintenant, est-ce que c'est une solution à long terme? Certainement pas. Sur le long terme, c'est encore une fois, peut-être on va aller sur le sujet, c'est mon tissu entrepreneurial, ce que j'ai pu former comme entrepreneur, c'est comment j'ai pu généraliser, comment j'ai pu créer des tissus d'entreprises qui sont viables sur le long terme, des entreprises qui vont à la conquête du monde, qui vont utiliser le talent des jeunes, utilisant guillemets dans le bon sens, bien évidemment, le talent des jeunes Marocains pour créer demain des startups, des licornes, etc. C'est des vrais sujets. Moi, je voyais par exemple la semaine dernière une étude sur le financement des startups en Afrique. Et j'ai vu que les levées de fonds, je pense qu'on n'était pas très bien classé, alors qu'on a un vrai potentiel, je pense, localement pour être parmi au moins les 3 premiers. Et donc, c'est des vrais sujets de se dire aujourd'hui, il y a des urgences pour se repositionner et pour devenir agile. Cette notion d'agilité, me semble-t-il, est importante. Et l'agilité, elle passe aussi par cette notion de digital, de simplification. Arrêtons de compliquer les choses dans des procédures. Aujourd'hui, par exemple, il faudrait que, à mon avis, une radiation, aujourd'hui, pour avoir le vrai chiffre de radiation, il faudrait que la radiation soit aussi simple qu'une création. Il faudrait que je puisse radier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, quand j'arrive à Dubaï, je crée une entreprise en 8 heures. Aujourd'hui, dans le contexte marocain, vu le contexte actuel, c'est peut-être 2 mois. La radiation doit être aussi simple, à mon avis, que la création. Je dois radier aussi simplement que la création. Maintenant,
connaissons un peu le terrain, je vais vous dire que pourquoi la radiation elle est compliquée au Maroc? Parce que parfois, et c'est vrai qu'il y a peut-être une minorité de mauvaise foi qui en guillemets, qui fait en sorte qu'elle bloque tout le système. Parce que vous avez en réalité des personnes qui viennent créer des entreprises pour faire 2 ou 3 opérations non déclarées fiscalement, qui veulent demain radier et faire la radiation et donc sans payer de contribution. C'est d'où l'esprit du contrôle fiscal. Maintenant, il faudrait trouver d'autres formules, comme ce que nous avons pu faire, par exemple, je vais donner l'exemple sur la TVA. Sur la TVA, nous avions eu à l'époque nous avions proposé la mise en place d'un fichier XML, donc de contrôle de la TVA, qui permet aujourd'hui de mieux appréhender les contrôles. Je pense qu'il faudrait, le digital devrait nous servir, à mon avis, à accélérer. On a pu voir que de nombreuses procédures ont été digitalisées. Il me semble opportun d'accélérer cette digitalisation dans une logique intelligente qui nous permette de contrôler et de rendre de l'efficacité aux différentes procédures et process. Et demain, il faudrait que je puisse permettre à un entrepreneur de créer sa boîte en ligne et qu'il puisse la radier aussi en ligne, du moment qu'il a, bien évidemment, qu'il donne les garanties d'avoir souscrit toutes ses obligations fiscales, sociales, etc. Et que s'il est vraiment en difficulté, je dois lui donner le droit à échouer. C'est un peu le modèle, c'est-à-dire que j'ai échoué, j'ai le droit de fermer, ça fait partie des règles du jeu, et de recréer le lendemain mon entreprise de façon décomplexée. Maintenant, les gens qui réussissent en général ont fait 2, 3, 4 échecs. Le 5e, ça a été la réussite, ça peut être la licorne, etc. Si je crée ce blocage dès le départ, en guillemets, de fermeture, radiation, qui est au-delà de l'aspect sociologique, etc., qui est la complexité sur le terrain, je pense qu'on risque de passer à côté de belles opportunités. Et donc, me semble-t-il, il faudrait appréhender la chose dans sa globalité et essayer de simplifier de façon intelligente. Ce n'est pas simplifier pour simplifier, mais simplifier en ayant une logique de business model Maroc SA, de se dire, voilà, comment on cherche, comment on déploie les entrepreneurs, etc. Je prends l'exemple qui est en train de se faire, par exemple, aujourd'hui sur la zone de Tanger, suite c'est-à-dire dans le textile, les incidents qu'on a eus ces dernières années. Là, on est en train de construire des zones industrielles dédiées qui sont agiles, qui devraient être dans l'agilité pour permettre de créer de l'emploi, etc. Maintenant, si je suis dans une logique, encore une fois, proactive, c'est de dire demain, comment leur permettre de vendre sur Internet, parce que c'est l'avenir de demain, etc. Donc, c'est comment créer des écosystèmes connectés avec les technoparcs. Et encore une fois, c'est une vision transversale qu'il faudrait, me semble-t-il, avoir. Et j'allais dire que, de toutes les façons, ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait aussi être dans une logique de veille à l'international, parce que ce qui se passe à l'international, je pense qu'on le voit tous, c'est des évolutions au jour le jour. On n'est plus sur de l'évolution, sur 3 mois, 6 mois. Moi, je me permets de suivre un peu, de lire la presse d'aujourd'hui, la veille. Je suis abonné sur pas mal de supports à l'international. Et c'est vrai qu'hier, par exemple, j'ai lu un dossier intéressant sur un support qui parlait du changement de la Chine sur ces 20 dernières années, depuis 2001, son adhésion à l'OMC, à aujourd'hui. Un dossier très intéressant que je vous invite à lire sur une presse étrangère, le dossier d'aujourd'hui, qui donne vraiment cette façon d'appréhender la croissance, le développement dans une logique intelligente où je vais mixer entre le digital, entre l'industrie, entre la sous-traitance, entre créer. C'est des modèles qu'il faut penser, qu'il faut bien penser. Et puis, je pense que c'est l'occasion du nouveau modèle de développement de surfer sur ces choses-là et de booster la croissance. Et je pense qu'il y a des opportunités dans cette crise Covid comme dans toutes les crises. Merci beaucoup Yacine Benkeroum, expert comptable, commissaire aux comptes et responsable de la commission fiscale à la CGM de Rabat Salek Nitra. Vous restez bien sûr avec nous. On a entendu qu'il y a des solutions toutes simples, qui peuvent paraître toutes simples, mais qui pourraient voir le jour assez rapidement et qui peuvent aider, faciliter la vie des entreprises, tant sur un volet administratif que sur un volet de la vie quotidienne. Et puis, vous nous avez parlé également de clés de recherche et développement qui peuvent être des réflexions qui peuvent être amenées à être creusées dans les prochains mois, dans les prochaines années. On va donner à présent la parole à Youssef Garoui Fidali. Rebonsoir. Rebonsoir, cher Landry. Je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain de gouvernance, de la gouvernance et du management. Alors, Youssef Garoui Fidali, on va voir avec vous quelles ont été les défaillances majeures des entreprises justement face à la crise. Et puis, quel impact ont eu finalement les aides étatiques, et notamment le fait qu'elles se soient arrêtées. Et puis, on parlera dans un deuxième temps avec vous ensuite justement de l'entrepreneuriat, comment l'entrepreneuriat peut tirer des avantages de cette crise. On en parlait un petit peu avec Yacine Benkeroum. On va prolonger le débat à la TPE, à la PME avec vous. Alors d'abord,
Quelles leçons vous en tirez, vous, de cette année 2021, Youssef Gareux Filali? Alors, d'abord, merci Landry encore une fois pour l'animation de cet événement extrêmement important. Donc, le timing, il est très bien choisi. Je félicite aussi CSI pour son excellente intervention. Donc, j'ai noté beaucoup de choses et merci beaucoup pour ces éléments. Alors, premièrement, si vous me permettez, j'aimerais d'abord rebondir sur le solde de défaillance. Donc, comme a dit CSI, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le Covid-19, l'accélération de la digitalisation des entreprises marocaines a permis de booster la création d'entreprises. Donc, quand on voit les défaillances globalement en moyenne avant la crise du Covid, on parlait même d'un chiffre de 10 000 défaillances par an. L'année du Covid 2020, comme j'étais en contact avec beaucoup d'entrepreneurs au nord, au sud, entre les régions Rabat-Casa, je sais que minimum on sera sur 20 000 défaillances, mais que les défaillances, il n'y avait pas de liquidation judiciaire parce qu'on était en confinement et même les tribunaux n'étaient pas fonctionnels. Donc il y avait toute une perturbation du système judiciaire en termes d'échéances commerciales, etc. Mais le nombre de défaillances en 2020, qui est lié à la crise sanitaire du Covid-19, l'apparition du Covid ici au Maroc, je pense en février ou mars. Donc, vraiment, le taux de défaillance était très élevé. Et puis, si vous me permettez, la catégorisation des entreprises. Donc, effectivement, certaines entreprises ont pu tirer de la croissance. Donc, je connais beaucoup de TPE, des PME marocaines aussi, qui ont fait de la croissance en pleine crise de Covid. Il y a même des entreprises qui ont saisi la pandémie pas seulement pour faire de la croissance, mais une opportunité de développement. Ils se sont développés, même doublé le chiffre d'affaires. J'ai vu ça, j'ai vu les documents. Donc, c'est les entreprises qui opéraient dans la distribution, dans les produits alimentaires, les produits cosmétiques, la consommation maison, parce que les ménages étaient confinés, et les entreprises qui opéraient dans tout ce qui est information technology, la vente de tablettes, de smartphones, tout ce qui est lié aux télécommunications. Donc, c'est des entreprises qui ont pu recruter, qui ont pu se développer, qui ont pu fructifier le chiffre d'affaires. Alors, les autres entreprises, donc beaucoup d'entrepreneurs m'ont contacté, les gens dans le secteur touristique, les secteurs qui sont liés à l'industrie, le textile, etc., les services. Donc, vraiment, c'est des entreprises qui ont été profondément touchées par la crise du Covid-19. Et donc, certaines entreprises ont pu résister. Donc, CSI, il a parlé d'entreprises qui ont pu faire la fabrication des bavettes, des produits de désinfection, etc. Donc, c'était une adaptation à la crise sanitaire, mais beaucoup d'entreprises, vraiment, étaient incapables de financer les dépenses. Il y avait des problèmes au niveau du cycle d'exploitation, un très faible carnet de commandes, pratiquement pas de fonds de roulement. J'aurai l'occasion de parler, pratiquement parlant, des problématiques que les entrepreneurs ont connues depuis l'apparition de la pandémie par rapport à tous les produits qui ont été mis en place par la Caisse centrale de garantie. Donc, j'étais en contact direct avec le directeur général de la CCG, Serrini, que je salue d'ailleurs de cet événement parce que je l'appelais sur son portable personnel, des fois la nuit, etc. Donc, il répond et on essayait d'aider les entrepreneurs pour les orienter un petit peu vers le secteur bancaire. Donc, tous les produits qui ont été mis en place, malheureusement, beaucoup de TPE marocains et très petites entreprises n'ont pas pu bénéficier de ces financements et j'expliquerai les raisons par la suite. Alors, tout à fait, donc le solde de défaillance, il faut voir les créations, il faut voir les déchéances commerciales pour dégager le solde et donc on ne peut pas faire du jugement que sur le nombre de défaillances d'entreprises déclarées. Donc, c'est un point sur lequel j'ai voulu un petit peu rebondir, comme ça fait partie aussi, c'est le slogan du thème de notre conférence d'aujourd'hui. Alors, deuxième point, les délais de paiement. Alors, croyez-moi, j'ai passé par le secteur, j'étais responsable dans le secteur public pendant des années. Modestement, j'étais parmi les responsables financiers qui payaient à temps les fournisseurs parce que je savais que l'idée qu'on avait toujours en tête que l'État est un mauvais payeur. Donc, une fois une entreprise passe commande avec une administration d'institution publique, le paiement il traîne des mois et des mois. L'entreprise, bien évidemment, fin de mois, il doit payer le loyer, doit payer les salaires, il doit faire face à ses charges d'exploitation et sans encaissement dans du chiffre d'affaires, sans paiement de la facture, donc les entreprises vraiment souffraient. Bon, alors, l'État marocain, c'est vrai, à travers le système intégré J de la gestion intégrée des dépenses, ils ont mis en place des mécanismes, des verrous pour un petit peu inciter les entreprises, les ordonnateurs, les institutions et entreprises même semi-publiques, etc., à payer à temps avec des pénalités de retard, etc., pour pénaliser aussi l'État s'il ne paye pas à temps les fournisseurs, mais il y a des lacunes qui sont liées à l'utilisation du système d'information. Ça veut dire si je ne rentre pas le bon de livraison, donc le compteur il ne démarre pas. Donc, même avec la digitalisation, il faut qu'il y ait d'autres mécanismes pour s'assurer du respect du délai de paiement
pour le paiement, bien évidemment, à temps des entreprises marocaines. La loi 3210, effectivement, si on en a parlé, on ne la respecte pas. En général, on peut aller jusqu'à 90 jours, mais il y a en général des clients qui dépassent largement ce délai, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ou le secteur semi-public, ou même des entreprises en société anonyme dans l'État, bien évidemment, elle a des participations. Donc, c'est une réelle problématique. Et croyez-moi, si aujourd'hui, on a un nombre de défaillances qui est très élevé, s'il y a des entrepreneurs qui ont des difficultés financières, c'est à cause des délais de paiement. Donc, on ne paye pas, bien évidemment, l'entreprise marocaine à temps. Et c'est un problème qui dure depuis une décennie. Depuis une décennie, on en parle. Juste par oui. pour signaler que par rapport à cette loi 3210, effectivement, sur les délais de paiement, on rappelle qu'elle commence à dater et que les décrets d'application n'ont pas encore tous été adoptés, malheureusement. Tout à fait, exactement. Et c'est aussi une problématique. Donc, encore une fois, c'est les mécanismes, bien évidemment, d'application de la loi qui manquent toujours à l'appel. Merci Landry pour ce point très important. J'enseigne par rapport au point des créations. Alors, sur les créations d'entreprises, je suis tout à fait d'accord avec CSI. On n'est pas vraiment un pays émergent où on accélère la création d'entreprises en 48 heures ou en 24 heures comme ça se fait dans d'autres pays, à l'instar de ce qui se fait en Europe, aux États-Unis, etc. Mais je pense que le Maroc, il a réalisé, de par ma modeste expérience dans notre association, le CMGL, le Maroc, il a réalisé une très bonne avancée sur le statut auto-entrepreneur. C'est très simple, vous rentrez en ligne, en 24 heures, vous êtes inscrit, vous tirez le papier, il faut juste l'imprimer, vous pouvez fonctionner librement, donc vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez exercer, exploiter, facturer et bien évidemment, la régularisation se fait après le trimestre d'activité, c'est-à-dire vous allez déclarer après et qu'entre-temps, dans un délai maximum de 15 ou de 20 jours, vous aurez votre carte auto-entrepreneur. J'ai même vu avec des entrepreneurs, j'ai fait une démarche terrain, effectivement, donc il n'y a pas de problème, les gens fonctionnent, livrent la marchandise, entre-temps, ils ont l'ICE, ils peuvent facturer avec leur cachet entrepreneur et puis dans 15-20 jours maximum, ils ont la carte d'entrepreneur. Même la création du compte aujourd'hui avec la banque, une fois vous avez saisi le formulaire sur Internet, en 48 heures, vous pouvez créer le compte. Donc, je pense que le Maroc, sur le statut auto-entrepreneur, il a réalisé une très bonne avancée, mais effectivement, sur la création des SARL, des sociétés anonymes, vraiment, il y a des complications. Bon, maintenant, quand on est expatrié, on veut investir au Maroc, on veut créer une petite joint venture où il y a la partie marocaine, la partie trans, etc. C'est un petit peu plus compliqué, ça prend plus de temps. Et si Yassine Tabarakallah est expert comptable, donc il sait ça mieux que moi. Donc, moi, j'observe un petit peu aussi les créations d'entreprises. Effectivement, donc quand on veut créer des entreprises, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, plus l'entreprise, elle a des fonds importants, elle a un projet d'investissement, plus l'entreprise, elle a une activité importante, ou plus qu'il y a plus d'intervenants, c'est-à-dire il y a des acteurs qui doivent intervenir dans les autorisations, dans les agréments, comme le Centre régional d'investissement, comme le ministère du tutelle parfois qui doit approuver, etc. Et donc vraiment là, ça traîne encore plus. Donc plus il y a des stakeholders, plus il y a des parties prenantes, plus vraiment le délai de création d'entreprise devient plus important et plus lourd. Donc ça aussi, c'est une précision que j'ai voulu bien évidemment avancer. Alors, droit au but, si vous permettez, cher Landry, je vais parler un petit peu des mécanismes de financement. Globalement, oui, en donnant quelques aspects techniques sans trop s'attarder sur les détails. Après, s'il y a des questions précises, donc je suis là à la disposition de tous les participants pour répondre directement à leurs questions. Alors, modestement, au niveau du CMGM, depuis que le Maroc a lancé le programme Intelaka, par l'initiative royale de Sa Majesté, donc on s'est inscrit activement, bien évidemment, pour aider les gens à travers des participations médiatiques. Vous avez lu modestement, cher Landry, nos articles, nos entretiens, tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux pour aider, accompagner les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs, les startups pour bénéficier du programme Intelaka, qui est bien évidemment un programme d'investissement. Donc, le crédit d'investissement, il peut aller jusqu'à 1,2 million avec un prêt d'honneur de 50 000 dirhams. Mais vraiment, on était sur des spécificités techniques. On a organisé des formations, on a fait des tournées, on est parti dans la région de Tanger, on est parti à Ben Slimane, on l'a fait à Bouzneka, à Rabat, à Casa aussi au Technopark. Et donc, l'objectif, c'est de conscientiser les gens, de les aider techniquement parlant à monter les dossiers pour bénéficier du programme Intelaka. Comment faire le business plan, comment faire des estimations, comment collecter des devis, comment présenter une fiche projet où il va falloir bien évidemment associer, consolider toutes les pièces maîtresses demandées par la banque, et puis une conscientisation pour dire aux gens que c'est des crédits d'investissement qui sont garantis d'office par l'État à travers la caisse centrale de garantie, mais malheureusement la pratique, donc observée par quelques banques
pour ne pas généraliser, c'est qu'on demandait des garanties personnelles, nantissement sur fonds de commerce. J'ai vu, moi, des documents, j'ai reçu des documents sur WhatsApp de la part de plusieurs entrepreneurs ici au Maroc où on demandait des garanties personnelles, des hypothèques sur les terrains, nantissement même sur votre fonds de commerce. Fidèlement, ces documents, je les ai envoyés à de hauts responsables pour qu'ils voient ces pratiques. Et malheureusement, ces entrepreneurs, ce qui est tout à fait normal, ont refusé de faire ça. Malheureusement, n'ont pas bénéficié de programme Intellapa. Je sais qu'il y a un risque à gérer, mais quand on voit l'esprit anglo-saxon, les pays développés, etc., il faut qu'il y ait cette prise de risque si le projet il tient. Moi, j'ai vu des projets qui tiennent chemin et j'ai orienté les entrepreneurs pour avoir des informations détaillées sur les statistiques, la consommation client, le comportement du consommateur au niveau local, etc., pour un territoire donné. Et il y avait des informations scientifiques qui ont été collectées du Centre régional d'investissement, du HCP, le Haut Commissariat au Plan, en termes de statistiques, etc., et que c'est des projets qui tenaient route. Mais malheureusement, il y avait cette réticence en matière de financement. C'est pour cela, pour voir aussi la partie pleine du verre, qu'on va mettre en place, bien évidemment, le programme Al-Forsa qui va compléter le programme Intellaka. C'est l'engagement du gouvernement au niveau de la loi de finances de 2022. Mais sur le programme Intellaka qui était crédit d'investissement, il y avait beaucoup de difficultés. Alors, encore c'était pire parce qu'une fois on est rentré en confinement, le programme était gelé. Donc, c'est tout à fait normal. On dit que l'usine, l'entreprise, elle est fermée. Donc, on ne va pas donner des crédits d'investissement parce qu'on va acheter du matériel, on va investir, mais il n'y aurait pas de production. Donc, il y a un blocage au niveau du cycle d'exploitation. Il fallait attendre le déconfinement du Maroc. Puis, juste après, aujourd'hui, pour être franc, il y a certains entrepreneurs qui ont quand même bénéficié du programme Intellaka et le chiffre il a été communiqué par CSI. Donc, la partie pleine aussi du verre, c'est qu'il y a certains gens qui ont bénéficié, mais croyez-moi, c'est des entreprises qui sont assez solides, c'est des PME, la TPE, vraiment, c'est beaucoup de difficultés. Et comme tu le sais, Landry, je suis en contact continu avec le président de la Confédération des TPE, c'est Abdeltaïf Fergui, que je salue. D'ailleurs, j'espère qu'il est là avec nous, qui suit cet événement, il est très concerné. Alors, juste après, donc, le confinement, le Maroc, il a mis en place Daman Oxygène. Personnellement, donc j'ai fait des recherches, j'ai contacté des responsables pour bien comprendre le produit, parce que si moi je n'ai pas bien compris et les membres du centre, on ne va pas pouvoir expliquer ça aux entrepreneurs marocains. Et donc finalement, ce qu'on a expliqué aux gens, c'est que ce n'est pas un crédit d'investissement, mais c'est des facilités de trésorerie. C'est-à-dire, il faut avoir une entreprise juridique, une entreprise qui existe, qui a un bilan qui est certifié par l'expert comptable et par conséquent collecter des factures. Donc, c'est des dépenses courantes qui concernent le cycle d'exploitation et on donne le dossier à la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un compte au nom de l'entreprise et elle paye directement les fournisseurs, c'est-à-dire vous payez le loyer, et vous payez les salaires, et vous payez les charges essentielles, les redevances d'électricité, d'eau, etc. Je rentre un petit peu dans les détails techniques, mais c'est important parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là pour ça, pour s'intéresser à ces éléments pratiques. Donc, c'était ça, expliquer aux gens que c'est des facilités de trésorerie et qu'on est sur une institutionnalisation. Et c'était aussi l'occasion pour régulariser. Donc, les entrepreneurs, ils ont couru pour avoir un bilan certifié d'expert comptable. Après, effectivement, les banques, ils ont fait un effort. Ils ont dit que c'est pas grave. Si vous n'avez pas le bilan arrêté au 31 décembre 2019, d'accord, vous pouvez ramener 2018. Donc, vraiment, il y avait une souplesse aussi de la part du secteur bancaire, donc pour rendre à César ce qui est à César. Et le Daman Oxygène, donc, par conséquent, moi, ce qui me dérangeait, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aussi avec CSI, c'est la classification qui a été donnée. Aujourd'hui, on n'a pas une définition claire de la TPE parce qu'on dit que Daman Oxygène, il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions de dirhams. Et là, l'entreprise, elle peut avoir ce découvert qui va aller de 5 millions de dirhams jusqu'à 40 ou 50 millions de dirhams s'il a une ligne découverte et la catégorisation que les autres entreprises de 200 à 500 millions de dirhams. Je pense que c'est énorme en termes de chiffre d'affaires. On ne cible pas la petite entreprise, la PE, la très petite entreprise, la TPE. Et aujourd'hui, on a une classification, on devrait avoir une classification très claire, s'intéresser davantage à ces petites entreprises qui ont un potentiel et c'est des startups qui ont un très fort potentiel de croissance. Ça, c'est important. Et puis après, donc, ça, c'est avec le confinement, il y avait le Daman Oxygène. Alors, une fois on est sorti du confinement, juste après, il y avait Daman Relance et Daman TPE. Ça, c'est pour le déconfinement, mais c'est vrai que le financement n'était pas assez conséquent parce que ça représentait qu'un mois du chiffre d'affaires ou un mois et demi de chiffre d'affaires. Donc, mais c'est juste pour permettre une réactivation des entreprises. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec la classification. Fidèlement, j'ai remonté ça à des membres du comité de veille économique, c'est que Relance TPE s'adressait aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Il y a des TPE qui réalisent 2-5 millions de dirhams par an.
D'accord? Et puis après, on a basculé tout le reste vers un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dirhams. Et puis, c'est vrai que les entreprises industrielles, au lieu d'avoir un mois de chiffre d'affaires en termes de dépenses à financer, on est parti vers un mois et demi pour encourager, bien évidemment, la reprise de l'activité industrielle. Donc, globalement, c'était les trois types de financement du confinement vers le déconfinement, vers la réactivation. Donc, le programme Intelaka aussi était concerné parce qu'une fois Sa Majesté l'a lancé en janvier 2020, malheureusement, juste après, on est tombé dans la crise du Covid. Donc, le programme Intelaka, un peu de la chronologie, d'Aman Oxygène, puis après relance TPE et Daman relance. Bien évidemment, dans le programme Intelaka, si vous êtes en milieu urbain, il y a Daman Telaka 2%. Si vous êtes en milieu rural, 1,5% de taux d'intérêt. C'est une première dans l'histoire de la bancarisation ici au Maroc. Donc, c'est quelques détails techniques, mais c'est des petites choses importantes à remonter aux entrepreneurs. Alors, juste après, donc le point suivant, que j'avais bien évidemment noté au niveau de mon carnet pour en parler un petit peu avec vous. Alors, effectivement, donc, le déconfinement n'était pas facile. Donc, les entreprises continuaient à souffrir. Donc, je recevais des doléances, etc. Et que même après le déconfinement, c'est-à-dire je parle de maintenant, de l'année 2021, donc les entreprises ont essayé bien évidemment d'avoir le programme Intelaka, ou certaines entreprises même, ils ont essayé d'avoir le Daman de relance TPE. On leur disait, c'est bon, c'est trop tard, on a arrêté, donc il faut passer à autre chose. Et que vous l'avez évoqué tout à l'heure, cher Landry, aujourd'hui, il n'y a plus d'aides qui sont données direct à l'État. Mais il faut faire très attention. Si je me suis retardé sur le financement, c'est pas pour dire qu'il n'y a que le financement qui est important. Et j'en parle très souvent, modestement, dans plusieurs émissions. La problématique aujourd'hui, ce n'est pas qu'une problématique de financement. Vous allez prendre une PME marocaine, par exemple, à Casablanca, vous allez lui donner du financement, mais si le secteur il est en souffrance, donc l'entreprise n'aura pas de carnet de commande, elle ne va pas vendre, par conséquent, on n'aura pas de chiffre d'affaires, et elle aura un problème au niveau du fonds de roulement, parce qu'il va consommer le crédit d'exploitation ou d'investissement, et puis après, comment il va faire pour payer le loyer, les salaires, etc. Donc, il faut redynamiser le secteur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une très forte articulation entre tous les intervenants pour qu'il y ait de la vente client-fournisseur. L'État aussi doit se positionner en tant que fournisseur pour acheter de ces entreprises des prestations comme le secteur touristique, etc. C'est ça de l'aide, donner aux entreprises les commandes, former les entreprises techniquement parlant pour qu'ils puissent accéder au marché public et pourquoi pas des marchés internationaux. Et si on veut devenir un pays émergent, CSI n'a parlé de modèle de développement, les entreprises marocaines doivent s'inscrire pleinement dans les chaînes de valeur à l'international. Modestement, j'avais produit un ouvrage sur l'émergence du Maroc en 2020, en plein confinement, et j'ai dit que le taux d'exportation des entreprises marocaines est très faible, entre 7 et 8%. Donc, on ne peut devenir un pays émergent si on n'aura pas des entreprises exportatrices. Mais effectivement, avec le plan de relance industrielle, on est en train de prévoir tout cela au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce et qu'effectivement, on travaille sur l'importation locale. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de booster la commande locale qui est adressée à la TPE, à la PME marocaine. C'est très important parce que si on ne va pas redynamiser le marché, s'il n'y aurait pas des activités, pas de carnet de commandes, pas de formation technique à des entreprises pour soumissionner aux marchés publics nationaux, vendre à l'international, avoir des clients, un portefeuille étranger, on va mettre en place des mécanismes de financement qui seront garantis d'office par l'État. Donc, si l'entreprise est défaillante, donc l'État prend en charge le crédit, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, que l'entreprise réussisse, qu'elle existe, qu'elle recrute, qu'elle se développe, et puis tout cela va impacter la croissance nationale. On aura une valeur ajoutée importante et que si éventuellement qui va constater dans les comptes de résultats des entreprises des chiffres d'affaires qui sont conséquents. Tout cela se consolide au niveau national pour qu'on ait une richesse, une valeur ajoutée qui est très conséquente. Alors, dernier point, oui. On parlait beaucoup de préférence nationale aussi à un moment, et puis il y a eu cette banque publique qui a été créée pour ces stratégies d'import-substitution. Est-ce que ça peut être des mécanismes, selon vous, des mécanismes d'atténuation, de renforcement de certains secteurs de PME sur du moyen terme ici au Maroc? Et effectivement, parce qu'au niveau du ministère de l'Industrie, je suis de manière très prudente tout ce qui se fait. L'objectif du programme d'importation, c'est ça. C'est-à-dire, on cherche à minimiser au maximum les importations pour hausser la compétitivité du tissu entrepreneurial local marocain. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des écosystèmes, si on considère le Maroc comme un fonds d'investissement, et que les multinationales, les entreprises étrangères qui sont installées aussi au Maroc
ou les joint ventures. Donc, moi, auparavant, j'étais au secteur privé, je travaillais dans une joint venture où, effectivement, des fois, au lieu de partir commander à l'extérieur, avoir des problèmes avec les novices d'échange, on cherchait à passer commande auprès d'une entreprise marocaine à condition qu'il ait la qualité exigée. Donc, si l'entreprise marocaine, aujourd'hui, on va hausser son niveau de qualité, au lieu d'acheter à l'étranger, on va acheter au niveau local. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de créer tout un écosystème autour, pardon, et que, effectivement, permettra à ces entreprises locales de passer commande de manière libre dans ces écosystèmes. Et du coup, donc, on va faire baisser toutes les importations. Sur le plan macroéconomique, ça va améliorer aussi la balance commerciale. Vous le savez comme moi, donc on a un déficit structurel, historique, etc., depuis le plan d'ajustement structurel, depuis les années 80. Mais je pense que le Maroc, il peut renverser la donne. On est sur la bonne voie, mais il faut beaucoup plus travailler la commande locale, hausser la qualité, industrialiser l'entreprise marocaine pour qu'elle soit, bien évidemment, inscrite dans des niveaux de qualité qui sont assez élevés et qui sont acceptables par des joint ventures, par des entreprises étrangères, par des multinationales qui ne cessent de s'installer au Maroc. On l'observe à Casa, à Tanger, même à Agadir, donc à Marrakech, etc. Donc, on est sur la bonne voie. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. Moi, je le dis souvent, il ne faut pas responsabiliser que l'État ou que le gouvernement. Donc, il y a une part de responsabilité, les centres de recherche, la société civile, les entreprises nationales, les championnes qui travaillent de manière très indépendante, comme la CDG, etc. Ils ont des parts de responsabilité. Ils sont sur une politique de filialisation, donc des centaines d'entreprises traitent avec le secteur privé. Donc, la responsabilité du secteur privé, on oublie toujours la responsabilité des syndicats professionnels, ils représentent les secteurs productifs. Donc, voilà, il faut qu'on s'inscrive dans une logique de travail. On est sur un mode de gouvernance transverse, d'accord? On est sur une politique de travail qui est stakeholder. Tout le monde est responsable, chacun intervient, mais à condition de travailler avec une très forte articulation. D'ailleurs, c'est l'esprit du nouveau modèle de développement. Alors, sans trop monopoliser la parole, je sais que Saïd, il est après moi, il doit prendre la parole. Donc, brièvement, je vais rebondir sur la loi de finances, parce que vous avez parlé aussi un peu des bonnes nouvelles qu'on pourrait donner à nos chers entrepreneurs. Donc, effectivement, il y a des mesures qui ont été acceptées en amendement et qui touchent l'entreprise marocaine. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, je vais les citer rapidement à la fin. Alors, premièrement, par exemple, moi, je vois 70% d'abattement sur les plus-values, à condition que l'entreprise part faire du réinvestissement et on lui donne un délai de 36 mois, 3 ans. Ça, c'est important. Moi, je connais par exemple des entreprises marocaines qui veulent faire de la vente, mais avec la plus-value, la taxation, etc., ils sont un petit peu réticents. Ça, c'est intéressant et ça va permettre à l'entreprise d'avoir un fonds de roulement. Le gouvernement s'engage à rembourser le crédit de TVA de 13 milliards de dirhams. C'est intéressant, une bouffée d'oxygène à ces entreprises en matière de trésorerie pour alléger, bien évidemment, la pression sur la trésorerie. Donc, on va aider au niveau du fonds de roulement. Ça, c'est important. On a par exemple des entreprises industrielles aujourd'hui. Le taux d'IS, il a été baissé à 26%. Moi, j'aurais aimé le baisser même à 20% pour accélérer l'industrialisation du pays. On ne pourra jamais être un pays développé, un pays en voie de développement, si on ne va pas travailler la question de l'industrialisation. Plusieurs études à l'international, des centres de recherche internationaux l'ont confirmé. Donc, il faut sortir de la logique agriculture et de la logique service, c'est bien, il faut continuer à les développer, mais l'industrialisation, l'industrie 4.0, etc., l'intelligence artificielle, les industries de matière, l'industrie lourde, tout ça, c'est extrêmement important à travailler. Et puis, c'est des mesures qui sont assez importantes. La cotisation minimale, elle descend à 0,40%, d'accord? Ça, c'est important par rapport au chiffre d'affaires. Donc, elle était à 0,50, ils ont proposé 0,45, on l'a baissé à 0,40. Bon, c'est des mesures quand même qui concernent l'entreprise marocaine, mais ce n'est pas suffisant. Donc, juste pour clôturer, je dirais que moi, ce qui m'a dérangé, par exemple, dans les amendements de la loi de finances, c'est la cotisation sociale de solidarité. Aujourd'hui, elle va se baser sur les bénéfices. C'est des taux proportionnels par rapport aux bénéfices réalisés. Donc, encore une fois, on s'adresse aux personnes morales, en l'occurrence l'entreprise marocaine. Donc, je ne comprends pas pourquoi pas on n'a pas mis cette cotisation sociale de solidarité en s'adressant aux personnes physiques aisées, les gens qui ont des revenus importants annuels. Je l'ai toujours recommandé modestement dans mes articles et tribunes parce qu'il faut aller vers ça, il faut qu'on s'inscrive dans un esprit de solidarité et l'objectif,
puisque là, on est en train de parler des entreprises marocaines, c'est d'alléger la pression fiscale, bien évidemment, sur l'entreprise marocaine. Effectivement, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous savez que la TVA au Maroc de 20% sur les services, c'est le taux de TVA le plus utilisé et parmi les taux de TVA les plus élevés à travers le monde. Et donc, je pense qu'il faut avoir le courage de baisser ce taux. Mais je sais qu'effectivement, la TVA, elle finance une très grande partie des dépenses ordinaires de l'État. Donc, on a déjà un déficit, on est sur un objectif déficit de 4 jusqu'à 5%. Si on baisse le taux de TVA, donc on sera sur un objectif déficit de 6-7%. C'est mauvais en termes d'indicateurs macroéconomiques. Mais si on va dénicher, si on va aller vers des niches fiscales, on va taxer les entreprises les plus riches, on va taxer les gens aisés, etc., ça va constituer des marges de manœuvre pour alléger cette pression fiscale sur la petite moyenne entreprise, en lui accordant par exemple des acquisitions non mobilisation en hors taxe. D'ailleurs, ça se fait, et je l'ai pratiqué dans le Code général des impôts, si c'est ça mieux que moi, mais il faut aller, même pour des achats ordinaires, si on veut encourager l'innovation, les formations, la recherche, etc., c'est vrai qu'il y a l'incentive ANAPEC, mais si on fait un encouragement en matière de TVA, c'est quand même 20%, c'est un cinquième, c'est conséquent, ça va être par exemple un plus. Le taux d'IS, si on baissera encore pour les entreprises industrielles, donc on va encourager l'industrialisation. Un dernier mot, effectivement, donc d'ailleurs c'est une recommandation de la CGM et je salue CSI. Aujourd'hui, la loi cadre qui concerne la réforme fiscale, il faut l'accélérer. D'accord? Donc pour moi 2025, c'est trop long. Moi, je préfère mettre ça en 2023, mais il faut travailler ça sérieusement, par exemple en 2022. La réforme du Code de travail, la charte des investissements qui a trop tardé, et donc on a une charte ancienne de 1995 qui n'est pas adaptée avec le nouveau esprit du projet de modèle de développement. Ça, c'est les points sur lesquels on devrait aussi travailler. Donc, je m'arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole. Mais cher Landry, s'il y a des questions des intervenants, je suis là. Je les prends à la fin. Il y a beaucoup de questions et on va bien sûr les passer en revue tout à l'heure, juste après l'intervention de Nabil Adel qui nous fait le plaisir de nous rejoindre également ce soir. Nabil Adel qui est, on rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie, consultant pour le gouvernement. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir Landry, bonsoir tout le monde, bonsoir Segalawi, bonsoir Sven Karoum. Alors on parle d'entreprise. On va voir avec vous quelles sont les perspectives économiques pour l'année 2022. Juste avant, j'avais une question un peu de philosophie économique parce que Youssef Garoui Filali nous parlait de responsabilité. Et j'avais envie de poser une question à Nabil Adel. Je crois deviner la réponse, mais j'avais envie de vous la poser pour vous partager votre réflexion. Qui est responsable des défaillances entreprises? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'entrepreneur? Qui est responsable? En tout cas, merci cher Landry. Une question provocatrice pour démarrer le webinaire, c'est bien. Alors, et non sans malice, parce que vous connaissez déjà ma réponse, mais on va essayer de structurer tout ça. Bien sûr. En général, quand il y a une défaillance, il est rarement aisé de dire c'est la faute à tel ou à tel, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de défaillance est un problème d'abord macroéconomique. Si on prend par exemple un secteur tel que l'immobilier, c'est un secteur qui fonctionnait très bien jusqu'en 2008 et puis il ne fonctionne plus. Ce n'est pas que les promoteurs soient devenus meilleurs ou moins bons, mais il y a un cadre macroéconomique qui était favorable au développement de ce secteur qui ne l'est plus. Donc il y a un élément sur lequel beaucoup d'entrepreneurs ne prêtent pas attention, c'est l'impact des facteurs macroéconomiques sur la santé financière d'une entreprise. Vous avez beau être l'entreprise la mieux gérée au monde, en cas de crise, ça vous tombe dessus. Et nous avons eu l'illustration de la Covid-19. Très peu d'entreprises ont pu résister. Et heureusement qu'on a levé ce confinement inutile assez rapidement, mais sinon, les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Et je parle même de grandes entreprises. Donc, quand vous avez des facteurs macroéconomiques qui viennent s'abattre sur une économie, naturellement, les degrés d'atteinte ne sont pas les mêmes, mais ça finit par atteindre tout le monde. Et donc, sur ce point-là, ce n'est ni l'État, ni l'entrepreneur. C'est un problème de cycle économique. Les cycles économiques sont ce qu'ils sont. On ne peut ni les prévoir, et quand ils se produisent, il faut être vraiment audacieux
pour dire qu'on pourra résister au cycle économique, ou bien que l'intervention de l'État va permettre de ralentir les effets du cycle économique. Le cycle économique, c'est comme une vague. Quand elle frappe très fort. Et quand on essaie de résister, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reporte le problème dans le temps et on ne le résout pas. C'est un cycle qui doit prendre son temps et faire son effet. Il va partir, puis il y aura un autre cycle qui va s'en suivre. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. Quand vous avez des cycles, vous avez des entreprises qui risquent mieux que d'autres. Okay, mais le cycle économique impacte tout le monde. Quand on est sur un cycle économique porteur, c'est un cycle économique où tout le monde est affecté par la dureté du cycle. Alors, la croissance est de retour, forcément après une année 2020 qui aura été très difficile. En 2022, quelles sont les perspectives économiques qui peuvent être signes de bonnes nouvelles pour les entreprises, pour les PME marocaines, selon vous? Alors, vous savez, après la pluie, il y a toujours le beau temps. OK. Maintenant, où se situe la performance d'une économie et la performance d'une entreprise? Alors, quand vous avez des cycles économiques, la politique économique d'un pays consiste à monter plus rapidement que le cycle économique, pour l'économie par conséquent pour les entreprises, et à descendre moins rapidement que le cycle économique. Vous ne pouvez empêcher ni la hausse ni la baisse. Maintenant, un pays fort économiquement est un pays qui profite plus que les autres pays des cycles positifs et qui est moins affecté que les autres pays par les cycles négatifs. Et ce qui est vrai pour le pays l'est aussi pour les entreprises. Alors, une entreprise qui est bien organisée, qui est bien structurée, qui a une bonne stratégie, qui a une bonne organisation, résiste naturellement mieux aux effets du cycle qu'une entreprise qui ne l'est pas. Alors maintenant, pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir en particulier, c'est comment le facteur macroéconomique agit directement sur la défaillance d'entreprise. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il en sera en 2022. Alors, souvent, nous avons un problème de liquidité dans une économie. Et quand on parle de problème de paiement, c'est qu'il y a des problèmes de liquidité. Il y a des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que vient un moment où les liquidités s'assèchent, je vais y arriver. Et donc, on commence à avoir des problèmes de paiement. Okay. Alors, souvent, les gens attribuent ça au réflexe mauvais payeur. Il y a ça, mais le gros provient quand même du cycle économique. C'est-à-dire quand vous sentez une tension sur les trésoreries, il y a un effet de cycle économique qu'on doit comprendre. Et à ce niveau-là, quelles que soient les actions de l'État, à moins que l'État ne mette la main à la poche, il peut très difficilement agir dessus. C'est un cycle qui doit produire son effet. Et donc, quand vous êtes sur un cycle économique ou une phase du cycle économique qui est récessive ou carrément dépressive, même si l'État injecte massivement de la liquidité dans l'économie, il ne pourra pas régler le problème puisque le problème se situe ailleurs. Ça peut être un problème de demande, ça peut être un problème de structure productive, ça peut être un problème de changement de phase technologique et qui affecte l'économie en général. Et donc, le premier facteur que nous rencontrons et qui explique ces défaillances d'entreprise, c'est le bas du cycle économique. Quand on est au bas du cycle économique, il y a toujours de la casse. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? C'est qu'on soit en haut du cycle économique et que malgré ça, il y ait beaucoup de défaillances. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et là interviennent les réflexes mauvais payeurs. Et donc, les réflexes mauvais payeurs sont des réflexes qui sont dus soit à l'État et à ses émanations, soit au secteur privé. Alors, malheureusement, et c'est une réalité, l'État au Maroc est mauvais payeur. J'annonce un scoop pour personne, l'État est mauvais payeur. Alors, il est mauvais payeur, non pas parce qu'il y a des problèmes de trésorerie,
et ça, on a vu ça dans les phases de creux du cycle, effectivement, on parle des comptes de trésorerie, mais nous avons des réflexes de corruption, nous avons des réflexes de bureaucratie qui sont lourds et qui font que les circuits de paiement peuvent s'allonger jusqu'à asphyxier beaucoup d'entreprises. Et là, ce n'est pas un problème objectif, un problème qui est lié au cycle économique lui-même, c'est un problème qui est lié à des réflexes dans le paiement, dans les différents circuits administratifs. Ou parfois, il faut, voilà, vous savez ce que je veux dire, enfin voilà, si vous voulez avoir votre règlement. Et là, on le voit à plusieurs reprises, quand ce n'est pas un problème carrément de passation de marché public. Et d'ailleurs, je viens de lire un article tout à l'heure sur le numéro vert où on a pu mettre la main sur 140 ou 100 agents publics qui, eux, demandaient des pots de vin pour diverses raisons. Donc, vous avez ces réflexes de mauvais payeurs au sein de l'administration. Maintenant, au niveau du secteur privé, même si la problématique de corruption et de lourdeur ne se pose pas dans les mêmes termes que pour l'État, mais vous avez un autre réflexe. C'est le réflexe du rapport de force. Vous avez une grande entreprise, un gros donneur d'ordre, qui va se situer dans un rapport de force qui lui est favorable et qui va imposer aux TPE et aux PME des délais de paiement qui sont parfois exagérés. On parle de 90 jours et de 120 jours. Alors, si nous étions dans une économie où les taux sont de l'ordre de 5, 6, 7, 8%, on peut comprendre que ces entreprises gardent cette trésorerie pour la placer. Mais quand nous sommes sur des taux de 2 ou de 2,5%, et mettre autant d'entreprises en difficulté pour quelques miettes sur les marchés financiers, là, il y a tout un changement de paradigme économique qui doit avoir lieu dans ce pays. Et que les États, les grandes entreprises ne prennent pas en otage les petites entreprises parce qu'effectivement, c'est un élément qui est problématique. Alors, vous avez également un autre facteur explicatif de la défaillance, toujours au niveau macroéconomique, c'est la réticence des banques à partager les fichiers des incidents de paiement et à le rendre public. Et ça, je pense que s'il y a une loi qui doit passer pour accélérer le paiement, c'est bien de rendre public les fichiers des incidents de paiement. Et je vous donne un exemple très très simple. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, ils le savent. Vous avez des gens qui sont des spécialistes du montage d'entreprises en carton et de collecte d'argent et de disparition. On les voit dans beaucoup de secteurs. Et si au moins au moment où vous allez accorder une facilité à un client, vous avez accès à son historique en matière de paiement, ça va nous éviter beaucoup de dérapages. Et puis surtout, ça mettra dans une situation d'autodiscipline ceux qui ont cette mauvaise manie de ne pas payer et de toujours de passer par les mailles du filet. Vous savez, quand vous donnez un moyen de paiement, voilà, quand on le présente au paiement, parfois il n'est pas honoré, mais pour récupérer son dû, parfois, ça devient très très long. Et donc tout cela, pour enlever le problème, pour parler d'un problème qui est particulier, c'est celui des mauvais réflexes de paiement. Encore une fois, quand les problèmes sont objectifs et quand nous sommes dans un cycle économique défavorable, les efforts peuvent amoindrir le cycle, mais ils ne vont pas l'enrayer. Et donc ça, c'est un élément qui est très important. Et je voudrais juste demander à la régie s'ils peuvent projeter un graphique. Voilà. Alors, ça, on va voir l'impact de la politique monétaire également sur les défaillances d'entreprises. Alors, on pourrait penser qu'une baisse des taux directeurs devant se traduire par une baisse des taux de crédit serait favorable aux entreprises parce qu'elles vont avoir un financement moins cher. Or, qu'est-ce que nous observons? Que c'est l'effet inverse qui s'est produit au Maroc.
J'ai présenté le chiffre sur une dizaine d'années et on voit que plus les taux directeurs baissent, plus la défaillance augmente. Encore une fois, par honnêteté intellectuelle, il ne s'agit pas d'un lien de causalité, mais d'une observation de corrélation. Je ne dis pas que c'est la baisse des taux directeurs qui conduit à une défaillance des entreprises, mais la corrélation est très frappante. Parce que quand vous baissez excessivement les taux, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous sanctionnez les épargnants qui sont de moins en moins réticents à mettre leur argent dans les différents circuits économiques. Et donc, par la même occasion, vous avez une panne de financement. Et puis surtout, vous permettez aux entreprises, qu'on appelle les entreprises zombies, de prospérer dans l'économie. Alors, c'est quoi les entreprises zombies? Ce sont des entreprises qui ne peuvent vivre que parce que le crédit n'est pas cher. Et donc, ils sont dans un phénomène de fuite en avant. Ce ne sont pas des gens qui vont être à l'origine d'une bonne innovation, d'une bonne gestion, d'une capacité commerciale hors norme, mais simplement, elles survivent parce qu'elles sont de la cavalerie, de la fuite en avant, et elles peuvent se le permettre tant que les crédits sont accessibles. Ça, c'est le premier inconvénient de la situation. Mais le deuxième inconvénient de la situation, c'est que la manne d'argent que ces entreprises prennent sous forme de crédit pas cher, elle n'est pas accessible à de vraies entreprises qui sont innovatrices, qui ont un potentiel d'affaires intéressant, qui sont bons gestionnaires, et ainsi de suite. Donc, vous créez un effet d'éviction. Donc, ça fait partie des éléments macroéconomiques qui peuvent impacter la défaillance des entreprises. Maintenant, si on rentre dans un plan plus microéconomique, et si vous le permettez, je vais parler sous le contrôle des experts, M. Fia et M. Benkajoun, eux qui rencontrent les entreprises au quotidien. Alors, si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Alors, l'une des grandes difficultés qui conduit à la défaillance, c'est la mauvaise gestion du cycle d'exploitation. Une mauvaise gestion à deux niveaux. D'abord, vous avez très peu d'entreprises, et je ne parle pas des petites, je parle même des grandes, qui ont une comptabilité analytique structurée, qui leur permet de connaître la structure de leurs coûts à tout moment. Et quand on ne connaît pas ces coûts, le dérapage est très facile, parce qu'on ne sait pas sur quel élément agir quand ça dérape, et qui ont un pilotage relativement approximatif de leur cycle d'exploitation. Tant et si bien que quand il y a un dérapage, au lieu de s'attaquer aux racines, ils vont s'attaquer aux manifestations du problème. Ils vont aller courir à la banque demander des crédits ou des extensions de crédit, au lieu d'agir à la base sur la structure des coûts de revient et sur la durée du cycle d'exploitation, qui sont fortement consommatrices en trésorerie, une trésorerie dont le manque pourrait conduire à une situation de défaillance. Donc, ces deux éléments, l'absence d'une bonne maîtrise des coûts et des cycles d'exploitation, conduit à des difficultés financières à court terme pour les entreprises. L'autre élément de difficulté qui est non moins important, c'est l'inadéquation de la structure de financement. Beaucoup de TPME commencent par le minimum en matière de capitaux, c'est-à-dire on parle de, alors avant c'était 100 000 dirhams, maintenant on a descendu à 10 000 dirhams, pourquoi pas, mais souvent, entre le moment où ils commencent leur exploitation et leur première commande et leur premier paiement, il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois qui s'écoulent. Et avec un financement au départ qui est faible, les difficultés financières ne font que boule de neige et s'aggraver avec le temps. Donc, ça c'est le troisième élément. Et puis, l'idée de dire que la défaillance pourra être réglée par la loi est, à mon avis, une fausse bonne idée. On l'a essayé avec la loi sur les délais de paiement et on a vu la catastrophe que c'était.
Pourquoi? Parce que l'État, quand il rentre dans une relation entre deux opérateurs privés, il ne peut rentrer que par le canal juridique, que par la loi. Or, le marché, c'est le marché qui impose le tempo. Vous avez beau mettre les lois que vous voulez, les relations qui se passent sur le marché obéissent à une autre logique. Et vous avez des gens, la loi, alors je parle sous votre contrôle, messieurs, je pense que la loi parle de 60 jours ou de 90 jours maximum. À partir de là, vous commencez à appliquer des indemnités des pénalités de retard. Personne, surtout la TPME, ne se voit dans la possibilité d'appliquer des pénalités de retard à son client, sinon il va le perdre. Et du coup, il commence juste à vouloir qu'il le paye. Mais les pénalités de retard sont, je pense, vous payez un impôt dessus. Ok, bah ça considère que c'est considéré comme un chiffre d'affaires que vous aurez dû encaisser, que vous n'avez pas encaissé. Vous payez de l'impôt dessus, et donc vous êtes doublement perdant en tant que créancier. Or, les meilleurs mécanismes à long terme sont les mécanismes qui favorisent la transparence d'abord. Donc, au moins, avant de donner un crédit à quelqu'un, je connais son profil. Ok, est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur? Et que la justice soit expéditive. Bien sûr. Alors, si vous redressez le problème, l'État n'a pas besoin d'intervenir par le biais de loi pour légiférer. Aujourd'hui, si, quand vous, par exemple, vous êtes à des délais de convention de 90 jours, vous relancez au bout de quelques jours. Si entre le moment où vous déposez votre dossier au tribunal et au moment où vous avez le jugement, il se passe quelques semaines, c'est toujours gérable. Mais quand il se passe des années, tout le monde préfère régler le problème à l'amiable, quitte à perdre une bonne partie de la créance, juste pour récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Parce qu'ils savent que quand ils vont partir au tribunal, ça va durer des années. Et donc, là, on est encore toujours dans cette philosophie de l'État qui, au lieu de régler les vrais problèmes qui permettent à la machine économique de tourner normalement, ils vont agir par le biais de lois, mais des lois qui ne changent pas les comportements. Et vous avez toujours la loi du marché qui va l'emporter sur les lois que vous mettez. Je donne un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre le propos. Prenez par exemple les lois sur le travail, par exemple. Naturellement, les lois sur le travail sont censées protéger le travailleur, le salarié. Mais quand ils sont trop rigides, ils baissent l'emploi et ils favorisent le travail informel. Pourquoi? Parce que le marché va toujours s'ajuster en dehors de la loi. Et donc la loi ne doit pas être un frein au mécanisme du marché, elle doit les favoriser au maximum et laisser la machine économique opérer. Maintenant, je vais dire deux mots, si vous le permettez, sur 2022. Alors, je pense que 2022… Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Pardon? Il y a des bonnes nouvelles ou pas pour 2022? Alors, non, a priori, il y a de bonnes nouvelles. A priori, il y a de bonnes nouvelles parce que nous sommes sur une phase de reprise économique. Maintenant, ce ne sont pas ça les ambitions du Maroc. Et on en convient. L'ambition du Maroc n'est pas de rattraper le niveau de production de 2019. OK. Parce que cette année, on va faire une croissance de l'ordre de 2%, 1 à 2%, par rapport à 2019. OK. Si on prend le chiffre de 2019, on va faire 1 à 2% par rapport à 2019. Bien sûr. C'est pas ça. C'est pas ça l'ambition du Maroc. Alors, si on veut être un pays émergent, et je pense que tout à l'heure, c'est Sefil Ali qui a parlé d'un taux de croissance de 6 à 7%, ce sont ça les nouvelles ambitions du Maroc. C'est ça la nouvelle frontière du Maroc. Ce n'est pas avoir une bonne nouvelle pour 2022, un bon taux de croissance et on rafistole pour les éléments sans pouvoir enclencher la rupture, mais on veut avoir des politiques économiques audacieuses qui portent le Maroc d'un couloir de croissance à un autre couloir de croissance. Il faut qu'on sorte du couloir
de 3 à 3,5% pour aller vers des couloirs de 4,5 à 5% pour plus tard atteindre les 7%. Alors, nous avons les bons fondamentaux, mais il y a beaucoup de réformes sérieuses qui tardent à venir et ce sont ces réformes qui vont donner au Maroc son véritable envol économique. Merci beaucoup, Nabil Adel. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie, consultant pour le gouvernement. Il y a beaucoup de questions. Et enseignant. Et enseignant, effectivement, économiste. Il y a beaucoup de questions. Alors, je propose qu'on passe les principales questions ensemble. Il y a eu des questions qui ont été posées en amont de ce webinaire, des questions qui ont été posées pendant. Il y avait une question que je voulais vous poser à tous les trois. Une question qui se projette pour peut-être l'année 2022. C'est Oussam qui nous pose la question suivante. À quand un mécanisme de name and shame pour le secteur privé en matière de délai de paiement? Est-ce que, Yassine Benkeroun, est-ce que selon vous, ça peut être un élément qui peut être mis en place dès 2022, le name and shame, ou alors est-ce que dans ce contexte de reprise, vous dites non, c'est pas le moment, créons d'abord les conditions d'une reprise pérenne avant de réfléchir à ce genre de mécanisme-là? Alors, il y a votre son qui n'est pas activé, Yassine Benkeroun. Juste pour le volet délai de paiement, je pense encore une fois qu'il faut aller vers quelque chose de simple. Créer un modèle simple où les taux ne soient pas excessifs, parce que si on commence à être dans les 10, dans les 15%, etc., si les montants sont significatifs, je pense que ça va être compliqué. Mais pensez à quelque chose de simple et qui permette quelque part, je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'on ne puisse pas arriver à cela. Quel est l'incentive? Je pense qu'il faut se benchmarker avec l'international, de se dire comment aujourd'hui je peux systématiser le paiement qui se fait à 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois. C'est un peu dommage de le dire, mais quand on voit par exemple des entreprises à l'étranger, elles ont eu désormais ce réflexe de dire mes paiements, je les programme dans mon logiciel pour faire mes paiements à 30 jours, 60 jours, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est une culture. Le faire en une année, ça va être compliqué parce que c'est vrai que c'est une culture, c'est une façon de travailler, c'est un tempérament, c'est une envie de ne pas. C'est aussi la façon de se dire ce qui ne m'appartient pas, etc. C'est aussi ce que disait tout à l'heure Ciel, j'aime bien la corrélation entre les taux débiteurs et les défaillants. C'est vrai que c'est une remarque intéressante, moi, à laquelle je n'ai jamais fait attention, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Et je me permets une petite digression sur ce que disait Ciel à l'instant. Et moi, je me permets d'en parler en tant que professionnel sur le terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2021, normalement, nous n'aurions pas dû sentir la crise Covid. Ce que je suis en train de dire est assez choquant. Mais pourquoi? Si je prends le secteur de l'immobilier, par exemple, c'est un secteur où je maîtrise à la fois l'offre et la demande. Si je vois la pyramide des âges de la population marocaine, normalement, de 2010 jusqu'à peut-être 2024, j'aurais dû avoir le boom immobilier. Et j'aurais dû avoir 2-3 points de PIB par an, j'allais dire, de façon très, très aisée. Mais à un moment donné, l'État régulateur n'a pas joué son rôle de régulateur, de créer des cités, entre guillemets, aménagées qui permettent de créer une mixité sociale, qui fassent de l'aménagement urbain, qui créent une offre corrélée avec de la demande, etc. Donc c'est vraiment tout un écosystème qu'on a raté quelque part, qui fait que, me semble-t-il, on a raté 2-3 points de PIB par an. Et je reviens tout à l'heure aussi sur un point. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, par exemple, chez certains promoteurs immobiliers, qui ont acheté, par exemple, je prends des cas qui ont acheté des terrains en 2011. 2011, quand j'achète un terrain en tant que promoteur, je le mets dans mon stock, c'est un stock immobilier. Et quand je commence à le financer, je commence à mettre de l'intérêt sur mon stock, je commence à renchérir ce stock. Et quand je n'arrive pas à vendre, c'est les intérêts qui courent et ce stock devient à un moment donné, il se renchérit jusqu'à devenir invendable. Parce qu'in fine, j'ai un stock et je n'ai pas en guillemets, une raison de défaillance parfois dans la promotion immobilière, c'est que j'ai un stock qui est renchéri, j'ai acheté un terrain trop cher, j'ai financé à crédit, j'ai des intérêts qui se capitalisent sur mon stock et à un moment donné, je ne suis plus en mesure de faire de la cession et je me retrouve en défaillance. C'est un vrai sujet, me semble-t-il, qu'il faudrait sans doute, j'allais dire, appréhender dans une logique d'État aménageur, d'État régulateur. Je pense qu'il y a encore des choses à faire sur ce secteur pour redémarrer en guillemets l'activité. Et pour avoir les 6-7%, on ne pourra pas faire l'économie
de repenser, entre guillemets, ces stratégies à travers des opérateurs, une réflexion intelligente, faire intervenir. Je rejoins ce que disait aussi tout à l'heure Sigadoui sur l'intervention de l'expert comptable vis-à-vis des entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intervention, me semble-t-il, je ne vais pas être dans une logique corporatiste pour défendre un peu le commissaire aux comptes, etc. Mais c'est vrai que, quelque part, intégrer ce qu'on appelle, à l'international, on a ce qu'on appelle des normes de Small Business Audit. C'est pour les entreprises. Comment faire des audits light pour TPE adaptés? Comment ne pas aujourd'hui repenser cette norme pour essayer de mettre à niveau les comptabilités? On parlait tout à l'heure du six-box d'exploitation qui est une des causes de défaillance. Comment ne pas, entre guillemets, assister les opérateurs, les entrepreneurs, TPE, PME, à accéder à des missions qui soient des missions light. Il faudrait trouver des formulations originales, des choses, je veux dire, des canevas de rapport appropriés qui permettent à ces opérateurs d'accéder à la culture de la transparence financière, parce que c'est un vrai sujet d'accéder à cette culture de transparence financière qui permet de faire grandir des business. Et bien justement, Yassine Benkeroum, est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas avoir, on avait ce label bon payeur, non? Il est en développement, il est déjà existant, il me semble, chez la CGM. Je ne vous ai pas bien capté. Pardon? Le label bon payeur à la CGM. Oui, il y avait eu un label bon payeur, etc. Moi, je pense que moi, je parle au-delà du label bon payeur. C'est vraiment instaurer cette culture à travers, par exemple, des missions d'audit financier qui permettent de mettre à niveau, entre guillemets, l'entreprise dans la pérennité, au-delà du bon paiement. Parce que je pense que c'est plus important d'instaurer des règles de bonne gestion dans un écosystème global, de les diffuser et qui permettent, à mon avis, par la suite, de sécuriser le fonctionnement des entreprises dans le futur. Youssef Garaoui-Filali, je vous pose la même question sur le name and shame. Est-ce que ça peut être un mécanisme qui secoue le cocotier, entre guillemets, alors qu'on a un objectif, on rappelle, de 6% sur le nouveau développement, de 4% pour le gouvernement? Est-ce que ça peut secouer le cocotier, le name and shame, avec des sanctions pour les mauvais payeurs? Je pense que les sanctions à adresser aux très mauvais payeurs, que ce soit des entités publiques ou des entités privées, devraient être dans un sens beaucoup plus de conscientisation pour leur montrer que c'est pour le bien de l'économie marocaine, il faut payer les entreprises à temps. De toute façon, aujourd'hui, il y a un arsenal juridique, il y a des pénalités de retard, je vous ai dit, qui sont appliquées sur le système d'information GID. Si vous voulez, c'est l'équivalent de SAP dans le secteur privé et que, effectivement, si on ne respecte pas le délai de traitement de la facture, bien évidemment, à date de livraison, à date dépôt facture, etc. Donc, les pénalités sont là et c'est des pénalités qui sont comptabilisées pour chaque jour ouvrable. Donc, c'est un très bon mécanisme, mais je pense que l'idéal, ce n'est pas de réagir en aval. Moi, je préfère la réaction en amont. C'est que moi, je suis entreprise publique responsable. Si je passe commande auprès d'une TPE, d'une PME, j'ai la conscience que s'il me livre la prestation conformément au bon de commande que je lui ai donné, je dois payer systématiquement. Il faut que le paiement ait lieu par virement. Alors, déjà, il y a un petit amendement, je dirais une disposition importante au niveau de la loi de finances 2022, c'est qu'on autorise auprès des banques fournisseurs des encaissements en espèces. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'améliorer le cash entreprise. Encore une fois, c'est cette problématique de fonds de roulement, la trésorerie très faible des entreprises qui est alourdie par des charges d'exploitation, comme a dit Siadil, que l'entreprise ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de CAE, on n'a pas de compte analytique d'exploitation, on n'analyse pas les marges, il n'y a pas d'analyse de rentabilité, on ne maîtrise pas les coûts, donc on ne fait pas de cost leadership, on n'est pas sur une maîtrise des coûts, on ne fait pas d'économie d'échelle. Et donc, une fois ça dérape, une fois le marché est touché, une fois il y a une crise sanitaire ou financière, et donc vraiment, l'entreprise se trouve dans des difficultés financières parce que tout simplement, elle continue à maîtriser le même niveau de charge, elle a des dépenses d'exploitation qu'elle ne peut pas baisser, et par conséquent, le chiffre d'affaires ou les ventes qui couvraient ces dépenses d'exploitation ne sont plus là. Donc, la problématique, elle est beaucoup plus profonde que d'aller vers des pénalités du délai de paiement, mais c'est, si vous voulez, une culture d'entreprise, donc une responsabilité partagée entre l'État, les entreprises publiques, les entreprises privées, parce que je sais que aussi les délais de paiement interentreprises privées au niveau du secteur privé sont aussi assez élevés. Donc la problématique, elle est générale, elle concerne et le secteur public et le secteur privé. Oui, Landry? Non, je disais bien sûr, effectivement, le crédit interentreprise est aussi très, très élevé. Et puis avec cette crise Covid-19, malheureusement, ça
ça n'arrange pas les choses. Nabil Adel, sur le mécanisme name and shame. Alors, Landry, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Un point très important qui a été évoqué tout à l'heure concernant la partie recouvrement. Effectivement. Oui. Donc, je l'ai pratiqué et en côtoyant des entreprises, la majorité des entrepreneurs préfèrent entamer des processus de recouvrement à l'amiable. Ça traîne, ils sont capables de donner des rabais, des remises, ils font tout, les mains et les pieds pour rester sur le recouvrement amiable. Et que quand on fait le processus de recouvrement judiciaire, malheureusement, on a une justice qui est assez lente. Donc, au niveau du tribunal compétent, par exemple, de commerce, l'affaire peut traîner des mois, un an, etc. Moi, j'ai observé et j'avais conseillé modestement des entreprises au lieu de passer directement, c'est-à-dire que saisir le tribunal et de porter plainte, etc., faire l'affaire, etc., il y avait un mécanisme toujours en restant dans le recouvrement à l'amiable, c'est-à-dire on consulte un cabinet d'avocats, le cabinet d'avocats, il fait une lettre amiable à l'entreprise pour la conscientiser que pour préserver son image financière, sa réputation financière, etc., qu'il faut payer avant de passer en justice. Et croyez-moi, je connais un petit peu aussi la mentalité marocaine, quand on fait ça avec des entreprises publiques, avec l'État, avec de grandes entreprises nationales, des entreprises familiales, ils procèdent au paiement. Parce qu'ils savent très bien que si leur réputation financière sera touchée, s'il y aurait des articles de presse, on va dire que cette entreprise n'est pas sérieuse, ne paye pas, etc., etc., c'est pas bien pour l'entreprise. Donc, c'est un petit peu malheureux de voir ça. Il faut un petit peu aller vers du préjudiciaire pour que la pauvre TPE ou la PME marocaine se fasse payer. Mais par conséquent, pour aussi être juste, il y a des obligations à respecter par la TPE. Quand on passe une commande, on exige une certaine qualité. Il faut faire le maximum pour donner la qualité. Parce que pour certains cas, les grandes entreprises, les moyennes entreprises ne sont pas satisfaits de la prestation et ne payent pas. Ça aussi, c'est une erreur. Je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait une concertation, d'accord, pour essayer d'améliorer la prestation, peut-être même un petit peu revoir le prix en fonction de la qualité livrée, mais l'essentiel, au bout de la chaîne, il faut payer l'entreprise marocaine. Voilà. Merci Landry. Nabil Adel, name and shame, est-ce que c'est une bonne idée pour ce peu de cocotier? Et est-ce que selon vous, la fiscalité, ça peut être un instrument également pour peut-être… Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, je préfère laisser l'État en dehors de tout ça. L'entreprise marocaine a suffisamment de problèmes pour que l'État ne vienne pas les aggraver. Parce que si l'État intervient, déjà que l'État commence par mettre de l'ordre dans ses propres instances, si l'État paie à temps, c'est une grande bouffée d'oxygène pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien que l'État vienne de donner des leçons alors que lui-même a du ménage à faire. Maintenant, le name and shame, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Quand on est au bas du cycle économique, c'est pas que les entreprises ne veulent pas payer et ne peuvent pas payer. Et donc, ça, vous avez des délais qui s'allongent pour tout le monde. Maintenant, le name and shame sert pour les entreprises qui ne veulent pas payer. Okay. Et donc, c'est ça son intérêt. Et souvent, je parle essentiellement du secteur privé, la TPME se retrouve dans des rapports de force défavorables. Voilà, il a des charges, il veut juste avoir des commandes pour faire tourner son entreprise, et donc il accepte des conditions de paiement qui sont déraisonnables. Mais là n'est pas le problème. C'est que même au terme de ces délais de paiement qui sont souvent excessivement longs, il ne se fait pas payer. Et c'est à ça que sert le name and shame. C'est pour dire, attention, c'est une entreprise qui ne paye pas. Et avant de rentrer en contact commercial avec elle, ou bien avant de lui donner des facilités, vous savez à quoi vous en tenir. Si des entreprises se permettent aujourd'hui d'avoir un mauvais comportement en matière de paiement, c'est qu'elles le peuvent. Et elles abusent d'une certaine situation. À partir du moment où elles commenceront à voir le retour de la manivelle sur leur réputation et ultérieurement sur leur positionnement sur le marché, parce que les gens voudront plus travailler avec elles, là, elle sera forcée au moins de respecter ces délais. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un secteur en particulier et dont dépendrait une bonne partie de la respiration en trésorerie de beaucoup d'entreprises. C'est le secteur des grandes et moyennes surfaces.
Alors, les grandes et moyennes surfaces commencent à concentrer de plus en plus de flux de distribution, mais ce qu'elles imposent à leurs fournisseurs, c'est du déraisonnable. Sachant qu'elles seront payées immédiatement. S'il peut y avoir un pacte national où les grands donneurs d'ordre, comme les grandes surfaces, comme les grandes entreprises, comme à partir d'une certaine taille, qu'elles se disent à partir d'une certaine taille du chiffre d'affaires, de la TPME, on paye au bout de 30 jours, par exemple. Qui est un pacte national sur lequel s'engagent ces grandes entreprises dans un élan de patriotisme. Croyez-moi, ça va régler une bonne partie du problème. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises qui veulent faire des bonus de trésorerie sur le dos d'une TPME pour laquelle cette facture est une question de survie. Et donc, nous sommes sur un rapport complètement déséquilibré. Vous avez quelqu'un qui va vous garder votre argent pendant 10, 15, 20 jours pour le placer à 2%, voire même à moins. Et vous êtes pris à la gorge parce que vous devez payer des salaires, des fournisseurs et des charges. Oui. Donc, il faut qu'on ait vers un pacte national de ce type. Merci beaucoup, Nabil Adel. Bon, on a eu beaucoup d'idées qu'on fusionnait. Il y a encore beaucoup de questions. Je voudrais en poser une toute dernière peut-être à vous trois. Alors, peut-être une question à laquelle saura répondre Yassine Benkeroum. C'est une question de Fatima, si je ne me trompe pas. Je suis en train de la rechercher. Voilà, elle nous parlait, elle nous disait, oui, quels sont les principaux indicateurs de la défaillance d'entreprise et elle citait un faux risque, notamment elle disait le recours à la procédure de sauvegarde est encore timide. On en parlait tout à l'heure. Comment, selon vous, on peut expliquer cette réticence à cette procédure de sauvegarde encore aujourd'hui? Maintenant, moi, je pense qu'il y a déjà, pour la défaillance, c'est-à-dire comment définir déjà la cessation de paiement. Il y a une définition qui est comptable, c'est la définition de dire, c'est une entreprise qui, avec son actif disponible, n'arrive pas à faire face à son passif exigible. Je suis dans mon bilan, et donc à partir du moment où j'ai un actif disponible qui ne me permet plus de faire face à mon passif exigible, exemple, je n'ai plus de trésorerie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un bilan actif-passif, il y a une organisation de l'actif en liquidité croissante, du passif en exigibilité croissante. Et donc c'est pour ça que l'intérêt d'avoir une comptabilité qui soit bien faite me permet de maîtriser ces agrégats, de dire demain comment je vais compartimenter mon financement, comment je vais faire ceci, cela, etc. Et donc travailler ma stratégie. Et donc sur la procédure de sauvegarde, pourquoi les gens sont réticents à y aller? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas parce qu'il me semble que dans certains cas, il y a au contraire des gens qui, lorsqu'ils donnent des cautions personnelles, etc., ont plutôt intérêt à partir de la sauvegarde pour suspendre, entre guillemets, des cautions qui sont données, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas une logique. D'un entrepreneur aussi qui part en sauvegarde, c'est aussi rentrer dans les méandres de process judiciaires qui sont compliqués, qui peuvent être longs, qui sont particuliers à gérer en réalité. Maintenant, encore une fois, moi, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie demain de faire un benchmark avec ce qui se fait ailleurs et de dire, on a eu une réflexion, vous savez, l'arbitrage, on en parlé depuis quelques temps au Maroc sur l'arbitrage, etc. Maintenant, je pense on est encore sur un début de réflexion, de mise en place de ces choses-là. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le système, en tout cas judiciaire, qui gère ces opérations, a besoin d'être plus agile, plus au fait de la réalité des entreprises, de monter en compétences en matière comptable et financière, en matière de gestion. Et puis, il faut instaurer dans ce système de la transparence, de l'éthique, de l'honnêteté en matière de gestion. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Adem, mais je pense que tous ces process-là doivent faire l'objet d'une façon de les rendre plus transparentes, de façon à ce que moi, quand je vais en sauvegarde, je vais être confident, comme disent nos amis anglo-saxons, en confiance, pour dire que mon entreprise va être traitée de façon appropriée. Il me semble qu'aujourd'hui, le système a encore besoin d'amélioration pour garantir cette transparence pour les entreprises, pour dire, lorsque je vais partir, je vais avoir un pourcentage élevé d'être sauvé. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point, c'est que cette notion de sauvegarde, de redressement judiciaire dans le cas de tribunaux est très complexe, non seulement dans le contexte marocain, mais ailleurs. On peut voir par exemple dans d'autres pays des problématiques complexes qui sont générées. Il y a une forte dose de,
j'allais dire, de judiciarisation des process, de comment trouver les bons managers qui vont reprendre, etc., qui vont gérer pour compte d'autrui une entreprise pour la redresser, quel est leur intérêt. Il y a beaucoup de sujets, pas seulement dans le contexte marocain, mais ailleurs. Maintenant, je pense à nous de trouver, je pense que la formule actuelle n'est pas appropriée, n'est pas adaptée. Il faudrait, je pense, la repenser. Il y a eu une réforme il y a 2-3 ans. Il me semble aussi qu'elle n'est pas encore tout à fait, j'allais dire, adaptée. Mais il faudrait, me semble-t-il, et ça passe à mon avis par plus d'informations. Il faudrait demain créer, ce qu'on peut voir un peu à l'international, créer des marchés de reprise d'entreprises, de transmission. On n'a pas de marché de reprise-transmission d'entreprises au Maroc qui soit réglementé. Aujourd'hui, quand vous partez sur d'autres pays, vous allez trouver des marchés où des entreprises en difficulté, on va retrouver des occasions de rentrer dans le capital, de créer, j'allais dire, de les montrer, de les mettre en avant et de pouvoir demain les redresser, etc. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a aussi un autre sujet au Maroc, c'est le marché de la transmission d'entreprises qui est informel, qui n'est pas préparé. Il y a de nombreuses entreprises au Maroc qui ne sont pas prêtes demain, qui vont sans doute disparaître après 40 ans, 50 ans. Moi, je vois dans certains cas des entreprises qui ont 40 ans qui vont disparaître parce que la relève n'a pas été prête, il n'y a pas de marché structuré de reprise, il n'y a pas de marché de cession qui est réglementé de cession d'entreprise. Et tout ça, c'est des métiers à part. Il y a des tentatives qui ont été faites pour créer ces marchés, mais qui, me semble-t-il, n'ont pas fonctionné. À un moment donné, on voulait créer une plateforme, etc. etc. Mais je pense qu'il faudrait, à un moment donné, trouver, ce que je vais dire est un peu, j'allais dire particulier, mais trouver des parties désintéressées pour mener à bien ce projet. Parce que les parties intéressées, me semble-t-il, sont intéressées, impliquées, et forcément n'aboutissent pas au bon mode opératoire. Il faut trouver des parties désintéressées qui ont une vision du temps long, pas la vision sur une de transaction, un de deal et prendre ma plus-value, mais trouver des régulateurs opérateurs qui sont dans une logique de temps long, qui sont sur 20 ans, sur 30 ans, qui se disent dans 30 ans, voilà la vision transmission qu'on veut avoir, etc. Je pense que c'est mon modeste point de vue sur ce point. Merci Yacine Benkeroun. Une toute dernière question, ça sera pour Youssef Garoui Filali. C'est Adam qui nous la pose et qui nous pose une question toute simple, alors simple et à la fois complexe. Il nous dit est-ce que la région peut davantage sensibiliser les TPE, PME sur finalement la question de la prévoyance de trésorerie? Youssef Garoui Filali. Bien sûr, bon, déjà la région, de par la Constitution, de par les textes organiques sur la région comme une collectivité territoriale, elle a un rôle de prééminence, de domination. Donc le conseil régional aujourd'hui, il joue un rôle prépondérant, d'accord, les régions, etc. Les 12 régions du royaume, ils sont catalyseurs de l'écosystème entrepreneurial, de l'écosystème productif. Et j'observe quelques conventions, par exemple cadres, qui sont signées entre le conseil régional, d'investissement, pour le développement de projets locaux, bien évidemment, en faisant appel à des champions nationaux, à des entreprises publiques, etc. Donc, on est sur des triple P, des partenariats publics-privés, et l'objectif, bien évidemment, c'est de créer de la richesse locale, etc. La région, aujourd'hui, elle joue un rôle prépondérant. Et donc, je remercie les participants pour cette question très importante parce que si on va fonctionner avec cette approche région, déjà, on va s'inscrire dans le projet de régionalisation avancée qui fait partie du Nouveau Maroc, du modèle de développement et qui est inspiré de modèles à l'international qui sont très réussis. Je prends le modèle des Länder, la Fédération d'Allemagne, etc., où les régions jouent un rôle prépondérant. On a même des gouvernements et des parlements régionaux. Donc vraiment, la région, elle a une certaine indépendance économique, bien évidemment, mais elle doit agir dans un cadre fédéral, dans un cadre global, dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur du Royaume du Maroc. Mais si on va fonctionner avec une approche régionale, ça va être très important, mais il va falloir faire attention à une chose extrêmement importante. Aujourd'hui, nous n'avons pas une équité en termes de répartition des richesses au niveau des régions. Donc, il n'y a pas cette équité régionale et je pense que le travail à faire dans le cadre du nouveau modèle de développement, une répartition équitable des richesses naturelles, répartition équitable aussi des ressources et bien évidemment la création d'écosystèmes industriels, le développement de l'entrepreneuriat ne devrait plus être concentré entre les régions de Rabat, Casablanca. Donc nous, tous ensemble, on le sait, quand on bouge, quand on fait des activités, c'est principalement entre ces deux régions. Bon, des fois, c'est vrai, on fait un peu la région Marrakech, on fait la région Tanger, mais il n'y a pas que ça. Il y a le Tefilel, il y a Agadir, il y a d'autres régions aujourd'hui au Maroc
qui ont vraiment besoin de nous. Il faut qu'on lui dise en toute sincérité, nous aussi, il faut qu'on soit plus actifs, il faut qu'on se déplace, etc. Mais c'est lié à la crise sanitaire, donc on espère qu'il n'y aurait plus de barrières, etc. Mais je pense qu'au niveau des régions, le rôle à jouer aussi par les centres régionaux d'investissement, le rôle de mettre à disposition l'information pour l'élu local, pour le citoyen local, à travers, par exemple, le Haut Commissariat au plan. J'attends avec impatience la réforme. Les directions régionales doivent jouer un rôle prépondérant parce que sans statistiques précises, on ne va pas comprendre la philosophie de la consommation, ce que veut le consommateur local, parce que toute l'économie locale se fera autour de ce qu'il y a au local. Si on ne va pas comprendre ses attentes, ses besoins, etc., on va créer des business et il n'y aurait pas de la vente. Et comme a dit CSI, la sauvegarde, la procédure judiciaire, tout ça, vraiment, c'est embêtant au Maroc. Donc, l'objectif, c'est que créer des entreprises qui n'aillent pas vers la sauvegarde, mais c'est des entreprises qui doivent fonctionner, avoir un fonds de roulement, recettes, dépenses, financement, et puis ça tourne. Et ça, c'est extrêmement important. Et la région, elle peut jouer un rôle de catalyseur, elle peut jouer un rôle très important pour, en quelque sorte, animer toute une culture entrepreneuriale au niveau de la région. Voilà. Merci beaucoup, Youssef Garoui Filali. 19h15 pile, on a terminé pile poil à l'heure. On a eu beaucoup d'éléments clés de réflexion et d'idées précises pour tenter d'améliorer la situation des entreprises marocaines. Merci beaucoup à nos participants. Merci beaucoup, Yassine Benkeroum. Merci à toi, Benoît. C'est un plaisir de vous avoir ce soir pour ce webinaire de la Chambre britannique. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, responsable de la commission fiscale à la CGM de Rabat Sadek Nitra. Merci également à Nabil Adel de nous avoir accompagnés. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation. Et au plaisir, à très bientôt, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, consultant pour le gouvernement. Vous êtes également enseignant. Et puis merci, Youssef Garoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. À très bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, CSI. Au revoir, Saïd. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.